Bonjour, donc merci d'être là pour cette séance du 5 à 7 qui porte sur la manière dont la France peut sauver ses villes. Certains nous ont proposé comme thème comment les villes peuvent sauver la France. C'est peut-être un sujet dont on débattra aussi, puisque les villes très souvent montrent la direction sur les politiques locales qui peuvent inspirer les politiques nationales très justement. En l'occurrence, on verra avec Olivier Rasmont, que je vous présenterai, pour ceux qui ne le connaissent pas, s'il y en a encore qui ne le connaissent pas, comment, en effet, la France a une responsabilité dans les souffrances des villes. Alors, comment sauver des villes petites et moyennes aujourd'hui ? Elles sont rongées par des difficultés commerciales, mais aussi résidentielles, économiques et sociales. Pourtant, les villes françaises ont beaucoup mieux résisté à cette forme de cancer des pays riches que la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, la problématique a commencé bien avant, dans les années 85, ce qui a poussé le gouvernement Major à modifier ses politiques nationales en termes de libéralisme concernant les centres commerciaux périphériques en particulier. Et aujourd'hui, en Grande-Bretagne, il est absolument impossible de faire un centre commercial en périphérie. Et c'était fait très clairement pour sauver les villes. Je pense que c'est un sujet de débat sur lequel certains ne seront pas d'accord. Mais il faudra quand même, en effet, aujourd'hui, avoir des politiques plus claires, en tout cas en la matière. Le sujet monte de plus en plus, le sujet des difficultés des villes, des bourgs, des villes moyennes, voire d'un certain nombre de grandes villes, comme peut en témoigner d'une part le rapport qui a été fait par le CGEDD, et puis Pierre Narin est dans la salle, il pourra également participer au débat. Mais je peux citer beaucoup d'émissions. Le sujet a été très évoqué pendant la campagne présidentielle. Il est même très clivant. Et je cite en particulier un rapport important qu'a fait Yves Dauge, maire de Chinon, ancien sénateur et aussi ancien patron des grandes opérations de l'État, de Mitterrand. Il a élaboré un plan national en faveur des nouveaux espaces protégés. Et il dit dans ces sites et cités remarquables, ces petites et moyennes villes, grandes oubliées du patrimoine, il entend ramener une vie sociale et une vie économique, un programme de revitalisation. Donc on voit bien que ça n'est pas seulement les petites villes oubliées, mais aussi des villes patrimoniales qui souffrent. Il dit aussi qu'il faut renverser les politiques, l'État est complice, c'est lui qui le dit, et les maires sont responsables. On finance des pavillons en périphérie et des hypermarchés quand les centres historiques se vident. Je demande un moratoire sur la fuite des petits commerces du centre-ville, qui est un désastre. Il faut des habitants, donc du logement, avec un programme et un plan paysager sur la périphérie. Je pense que Olivier réagira fortement à ce propos. Il est vrai que les racines de cette crise ne sont pas attaquées de plein fouet, comme la prolifération périphérique permanente du logement et des commerces, en dépit de la stagnation de la consommation. Mais les métropoles résistent, mais elles peuvent être également en danger, et je crois que le sujet sera évoqué. Mais lors de ce 5 à 7, on va aussi être positif. On ne va pas seulement être négatif. Et je viens de faire une interview d'Olivier qui va passer sur YouTube, que vous verrez rapidement. Très prochainement, en 5 minutes, il nous donne quelques lueurs d'espoir. En effet, la prise de conscience est là et en témoigne de très nombreuses actions locales portées par à la fois les collectivités, mais aussi par des associations, par des individus. Et Olivier Rasmont a arpenté la France et il a pu observer toute cette mise en marche de politiques locales qui sont très, très encourageantes. Alors, il va vous proposer un certain nombre de pistes de travail, comme privilégier la proximité, inciter les entreprises locales à dépenser sur place, revaloriser les abords de gare, etc., etc. Je ne vais pas vous dévoiler tous ces propos. Alors, je vous le présente vraiment en quelques mots. Olivier Rasmont est journaliste, ça n'est pas un chercheur, mais il a mené un travail très, très rigoureux qui relève, je crois, de processus de recherche. Il est un auteur, il écrit des livres, il s'est spécialisé dans les transports et il analyse l'actualité sur son blog, auquel vous pouvez accéder, l'interconnexion n'est plus assurée, et qui est publié par Le Monde, le blog.
Il est auteur de nombreux articles et ouvrages. Il rencontre le grand public avec son dernier ouvrage, qui est vendu à l'accueil, Comment la France a tué ses villes, qui analyse la dévitalisation de la majorité des villes françaises, petites et moyennes, hormis les métropoles et les stations touristiques. Olivier a été invité dans un grand nombre d'émissions en prime time, à la radio notamment, a été confronté à beaucoup de débatteurs, et on sent que le sujet monte. Et vraiment, le livre a eu un accueil tout à fait considérable. Alors, comme de mise dans les 5 à 7, nous avons un débatteur aménageur, parce que j'aime toujours rappeler que les 5 à 7 sont nés d'une idée de François Hacher, chercheur, malheureusement disparu, qui a initié la création du Club Ville Aménagement, qui réunit les grands aménageurs français, la recherche et l'État. Et son objectif était d'expérimenter in vivo avec donc les aménageurs. Et les 5 à 7 sont une idée de lui, qui consiste à dire « la société interpelle les aménageurs ». Voilà pourquoi il nous paraît important d'avoir un aménageur en tribune, mais aussi dans la salle, pour échanger sur les provocations, les idées, les révélations que nous apporte la société. Alors Stéphane Musica dirige Citivia, excuse-moi. Citivia, qui est le nouveau nom de la société d'aménagement en charge du territoire de Mulhouse et au-delà. Il a fait des études d'urbanisme et il a travaillé en Lorraine. Il a travaillé 11 ans à Saint-Étienne, où il dirigeait l'établissement public foncier. Et donc, aujourd'hui à Mulhouse, et on voit bien que tous ces territoires ont des choses en commun. Des territoires qui ont souffert de la désindustrialisation. Saint-Étienne, c'est une ville en décroissance qui fait des efforts monstrueux. Et Mulhouse est une ville qui a vraiment développé des politiques publiques très très fortes et notamment revitalisé son centre-ville d'une manière assez exceptionnelle, tente de reconvertir son patrimoine, mais doit se battre contre des centres commerciaux périphériques qui envahissent le territoire, ainsi qu'un étalement urbain considérable. Donc on pensait que c'était le débatteur ad hoc pour Olivier. Donc je lui laisse la parole. Merci Olivier d'être avec nous. Merci Ariela Masbounji pour cette introduction et pour cette invitation aussi. Et puis je crois qu'il y a des gens qui sont aussi devant leur écran et qui regardent, qui n'ont pas pu venir à la Défense et qui regardent sur leur écran. Alors oui, moi je suis journaliste, je suis pigiste en fait. Je suis indépendant, je travaille pour différents titres, notamment pour Le Monde en effet. J'ai ce blog sur les transports depuis 5 ans et ça m'a donné l'occasion d'aller un peu partout en France d'une part et puis de m'intéresser je pense que la présentation doit être quelque part, mais elle doit se mettre en place, là, j'imagine. Là, voilà, je suppose qu'elle est là. C'est bon ? Non, ça ne marche pas. Si, ça va marcher. Ça va venir, bon, d'accord. Donc voilà, j'ai eu l'occasion depuis quelque temps donc, alors, elle est sur l'ordinateur, en fait, déjà. Hein. D'accord, ça va venir. Bon, je ne sais pas, ça prend du temps. Et j'ai donc l'occasion avec ce blog, mais pas seulement, aussi avec les livres que j'avais fait précédemment, et puis aussi avec, parce que tout simplement j'aime bien ça, l'occasion de me déplacer en France, de me déplacer souvent en train, donc souvent à pied, parfois à vélo aussi, parfois aussi en voiture, et ça me permet de voir pas mal de choses. Je prétends pas du tout être chercheur, comme tu l'as dit Ariela, je suis que journaliste, je suis observateur, mais quelque chose qui m'avait frappé depuis quelques années déjà et que j'ai vu se renforcer, que j'ai vu s'installer et qui a été confirmé de plus en plus par des statistiques, des recensements, des études et qui m'a semblé donc quelque chose qui m'a semblé suffisamment important pour qu'il soit nécessaire d'en faire un livre. J'ai insisté auprès de mon éditeur pour avoir ce titre et cette couverture. C'est peut-être un peu triste, je l'assume, et en même temps je pense que c'est nécessaire dans la situation actuelle de dire parfois des choses telles qu'elles sont plutôt que de prétendre toujours que tout va bien. Le constat maintenant il commence à être connu. Là c'est à Moulins et donc au contraire c'est un samedi à Moulins, ça va plutôt bien, il y a beaucoup de monde dans le centre-ville, mais le constat malheureusement il est souvent celui-là. Voilà, je suis allé un peu trop vite, pardon. Voilà. C'est souvent comme ça quand on se balade en France, un peu partout. Et ça, c'est quand on le voit, mais quand on regarde les statistiques, c'est la situation non seulement est triste, mais en plus elle s'aggrave. Il y a un organisme, c'est
tout simplement Procos, la fédération des enseignes, qui sont ici. J'ai bien vu M. Pazounian qui est là, et qui observe cette situation du commerce en France à travers un prisme, à travers un indicateur qui est le taux de vacances commerciales. Procos fait ça depuis quelques années dans énormément de villes en France, avec l'idée pour ces adhérents qui sont les enseignes, donc de André à Zara, je crois qu'il y a 240 ou 260 adhérents, hein, c'est bien ça, et donc regardent dans l'hypercentre-ville, en fait dans les rues dans lesquelles potentiellement les enseignes acceptent de s'installer, donc ils ne vont pas voir en dehors de ces quelques rues-là, quel est le taux de vacances commerciales. Donc ils font ça, ils font un décompte tout simplement, hein, dont ils vont voir, et ils s'aperçoivent que le taux de vacances commerciales, il était en 2015 9,5% en moyenne dans les villes de France, et il est en train d'augmenter. Il a gagné 0,7 ou 0,8 points au début des années 2010, et puis il a gagné 1 point ce taux de vacances commerciales entre 2014 et 2015, et si j'en crois ce qu'on m'a dit pour les tendances 2016, ça augmente encore davantage, et on n'est pas très loin, si j'ai bien compris, mais vous le direz peut-être, des 2 points d'augmentation à nouveau, c'est-à-dire qu'en fait on va être en tout cas au-delà des 10% de taux de vacances commerciales en moyenne en France. Et les villes les plus touchées, tu l'as dit Ariella, ce sont les villes petites et moyennes. Ça ne veut pas dire grand-chose petites et moyennes, parce qu'une ville moyenne à l'échelle d'un département c'est 10 000 habitants, et à l'échelle du monde c'est 2 millions, mais en tout cas là en l'occurrence on est plutôt dans des villes qui sont entre 10 000 et 200 000 habitants, on va dire, et on a par contre dans les métropoles, les grandes villes, les vraies grandes villes, les vraies métropoles si on peut dire, une situation qui est plutôt meilleure, qui est parfois assez bonne même, et on a également dans les villes touristiques et dans les petites villes isolées aussi, les villages isolés, les bourgades isolées, qui sont souvent en moyenne montagne, qui sont protégées finalement par le fait que c'est compliqué tout simplement de construire un hypermarché juste à côté, et que les routes sont parfois sinueuses et verglacées. Donc là, on a aussi une exception. Et quand on regarde la vacance commerciale bien au-delà du centre, on s'aperçoit, et là, ce sont plutôt des calculs qui se font au cas par cas. J'ai rencontré quelqu'un qui habite Pau l'autre jour, un simple citadin, un simple Palois, qui m'a raconté, qui m'a expliqué qu'à Pau, en fait, il avait fait le calcul pour l'ensemble de la ville et pas seulement pour le centre, et il arrive à un taux de vacances commerciales de 26%, ce qui est énorme. Et donc, quand on fait une recherche plus profonde, on s'aperçoit que ça dépasse simplement les rues de l'hypercentre et de l'hypercentre-ville. Alors, toutes les villes sont touchées, je vous l'ai dit. Là, j'ai montré une petite ville tournue. Là, c'est Perpignan. J'en ai des tonnes, des photos comme ça. Je ne vous ai pas tout amené aujourd'hui, évidemment. Ça touche également la lointaine Île-de-France, pas les rues, pas les villes qui jouxtent Paris, et beaucoup moins Paris, même s'il y a aussi des problèmes commerciaux à Paris, mais d'un autre ordre. Par contre, la lointaine Île-de-France, ou lointaine du point de vue de Paris, parce que quand on habite Dourdan, c'est pas loin, au contraire, sont également touchées. Parfois des villes également de la petite couronne, ça dépend des situations locales. Et ça va au-delà, et ça je l'ai beaucoup entendu récemment, ça va bien au-delà de la désindustrialisation, bien au-delà de ce qu'on a constaté avec ce film, ce documentaire que je vous conseille d'aller voir, Retour à Forbach, qui raconte la désespérance sociale de cette ville de Moselle, et qui filme, qui fait des plans fixes comme ça sur un certain nombre de vitrines. Et quand on voit Retour à Forbach, on a l'impression que c'est très lié à la désindustrialisation, mais c'est pas seulement lié à la désindustrialisation. Voilà la carte de France de la vacance commerciale selon Procos, et on s'aperçoit que finalement c'est une sorte de varicelle là. C'est pas juste les territoires vides, c'est pas juste la diagonale du vide, c'est vraiment partout. Et ça concerne notamment des villes de l'Ouest qui sont toujours considérées, présentées comme dynamiques, avec un taux d'emploi élevé, avec une capacité d'attractivité forte, comme La Roche-sur-Yon, Cholet, Vitré, etc. Ou alors dans le Massif central, Rodez ou Aurillac, où on s'enorgueillit d'avoir un taux de chômage relativement faible par rapport à la moyenne nationale. C'est des villes qui en fait sont également touchées par cette situation-là. Et donc voilà, là c'est Vannes en l'occurrence, mais il y a bien d'autres exemples aussi. Et il y a quand même des élus qui n'ont pas encore vu cette situation-là, cette situation commerciale. Elle est apparue au fur et à mesure.
au tout début, la première réaction, et c'est normal, est de se dire, ben oui, chez nous, c'est comme ça, vous savez. Alors moi, on m'a dit ça à plusieurs endroits. On vient de me le dire à propos de Nemours, hein, aussi, en Seine-et-Marne. Mais on me l'a dit à Soissons, on me l'a dit aussi à Thionville. Ah oui, vous savez, ici, c'est comme ça. Bon. Et en fait, il y a une sorte de prise de conscience qui est en train de se faire en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de reportages et beaucoup d'articles sur ce sujet, que c'est pas seulement chez nous, dans notre petite ville de 30 000 habitants, c'est un peu partout en France. Et en même temps, il y a des maires qui refusent d'admettre la situation, ou des commerçants parfois qui refusent d'admettre la situation. La situation d'Albi est très significative sur ce plan. À Albi, là aussi, un albigeois de fraîche date, qui habite depuis 4 ou 5 ans à Albi, a décidé de faire le recensement des vitrines vides. Il en a fait un blog, il a observé le phénomène, il se consacre à ça, il prend beaucoup de temps. Et comme il vient de nulle part littéralement, c'est-à-dire qu'il habitait même pas à Albi il y a 5 ans, on le regarde avec condescendance. Les vitrines d'Albi, l'association des commerçants dit mais non, tout va bien, ne dites surtout pas du mal de notre ville. La maire dit mais non, grâce au classement UNESCO, tout va très bien. Et en réalité, quand on se promène dans Albi, on est confronté vraiment, en tout cas sur le plan du commerce, mais vous verrez que les critères sont plus nombreux que ça, également à cette vacance commerciale forte. Et on se dit mais pourquoi est-ce qu'on refuse finalement de voir la réalité ? Voilà. Bien au-delà de cette affaire de commerce, on s'aperçoit que la crise urbaine, comme je finis par... Enfin, c'est pas moi qui l'ai baptisé comme ça, j'ai trouvé un jour quelqu'un qui le disait, donc je l'ai repris à mon compte, ça marche souvent de cette façon-là, surtout quand on est journaliste. Finalement, cette fameuse crise urbaine, elle concerne bien plus que les commerces. On a eu très souvent cette idée-là que c'était les commerces de centre-ville. On l'a encore, hein, dans beaucoup d'articles. Des journalistes m'appellent un peu de toute la France pour me demander alors votre livre sur les commerces de centre-ville. Non, c'est pas seulement les commerces et c'est pas seulement le centre-ville. Et notamment le logement. Et ça m'a frappé. D'abord, je l'avais vu aussi de cette façon-là en me promenant dans les villes, mais je l'ai regardé sur les statistiques et je me suis aperçu que, et ça c'est assez simple à trouver grâce aux statistiques de l'INSEE, au recensement, je me suis aperçu que dans de très nombreuses villes, on avait un taux de logements vides assez élevé. On a 7% de logements vides en France, ce qui est quand même paradoxal, alors qu'on répète depuis des décennies qu'il faudrait créer 500 000 logements par an. Et on a dans les villes des taux de 10, 15%, parfois dans les centres-villes de 20% de logements vides. Ce sont parfois des logements insalubres, mais pas forcément. C'est aussi des logements qui... tout simplement mettre un peu plus de temps à être écoulés sur le marché. Et on s'aperçoit que c'est donc quelque chose voilà, qu'il se passe quelque chose là. C'est pas juste les commerces, c'est aussi les logements. Et puis il y a une autre chose que j'ai constatée au fur et à mesure, c'est ça. J'avais juste pris cette photo-là du portrait social de l'INSEE publié, je crois, voilà, en 2014, c'est marqué. C'est cette espèce de réalité, de réalité française d'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on imagine, ce ne sont pas forcément les cœurs des métropoles qui sont les plus riches et puis tout le reste autour qui serait le plus pauvre. Ça, c'est vrai dans les métropoles, en effet. C'est globalement vrai avec pas mal d'exceptions à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes. Mais c'est beaucoup moins vrai dans toutes les autres villes où on constate partout ce phénomène-là que je vous détaille. En fait, là, c'est tiré d'un site qui s'appelle map.notafrance.info, qui est extraordinaire parce qu'il reprend, c'est une start-up qui reprend en fait tout simplement les statistiques des recensements de l'INSEE et qui les met en carte. Et là, vous voyez, c'est Angers, Laval et Le Mans. Et pour toutes les villes, vous constatez exactement la même chose. C'est un petit volcan, un revenu moyen relativement faible dans les villes et même inférieur à la moyenne nationale dans les villes. Vous avez la situation d'Angers que j'ai pointée tout en bas, où vous avez un revenu moyen inférieur à la moyenne nationale. Et puis, au contraire, dans la périphérie proche, dans les communes proches, y compris d'ailleurs les communes qui ne sont pas forcément considérées comme les plus attractives de l'agglomération, qui ne sont pas forcément les communes bourgeoises, pour être clair, on a un revenu légèrement supérieur, enfin parfois franchement supérieur, parfois légèrement supérieur, et par contre quand on s'éloigne, on a un revenu qui descend également. Et par ailleurs, et donc cette situation-là, en fait, elle est relativement peu connue. On a encore des discours du grand public, qui disent de toute façon les riches sont en ville et les pauvres à l'extérieur, et on oublie en fait de regarder ce qui se passe dans les villes moyennes. On oublie de regarder ce qui se passe à une échelle plus fine. C'est souvent d'ailleurs ce qui revient dans mes observations personnelles, c'est que très souvent on a tendance à regarder les phénomènes de territoire en France à travers une échelle assez vaste. On raisonne à l'échelle de la région, du département,
ou même de l'agglomération, et pas forcément au niveau du quartier ou de la ville. Alors, le commerce a aussi changé, même quand il y a quand même encore des commerces, ils sont en train d'évoluer. Les achats d'or, le tatouage, les compléments alimentaires pour sportifs, les toilettages de chiens et que sais-je encore. Je ne vous parle pas des coiffeurs parce que je ne suis pas concerné, mais enfin, effectivement, c'est toujours ce type de commerce qu'on commence à voir de plus en plus dans les villes, avec aussi les commerces de fonds qui restent, les agents immobiliers, les pharmaciens, les opticiens. Et on s'aperçoit d'une évolution assez forte qui souvent traduit un début de dévitalisation. Généralement, quand on voit qu'il y a quand même pas mal d'agents immobiliers et pas mal d'opticiens, on peut se poser des questions dans les années qui suivent. Voilà, c'est un autre des critères que je ne vais pas vous détailler maintenant, mais qui me semble important à prendre en compte. Et puis, il y a les transports. Alors, moi, je regarde les transports, forcément, puisque ça m'intéresse depuis un certain temps. Ça m'intéresse, je n'ai pas de formation spéciale en transport, mais je trouve que c'est un sujet parfaitement passionnant pour observer la société d'aujourd'hui, parce qu'il reflète énormément de choses, il touche à énormément de questions. Et je m'aperçois dans toutes les villes moyennes en tout cas, contrairement à ce qui se passe en Île-de-France d'ailleurs, les transports sont rapides, sont assez efficaces d'ailleurs. Les bus arrivent à l'heure, mais ils sont pratiquement vides. Et ils sont extrêmement coûteux pour la collectivité. Et donc on a là des moyens, finalement, qui sont complètement inexploités. On a des transports publics avec des lignes qui sont pas toujours bien pensées, mais qui sont globalement pensées quand même, enfin de plus en plus pensées, parce que les opérateurs des transports publics y tiennent pour desservir l'ensemble des pôles d'emploi, etc. Ça n'a pas toujours été le cas, c'est en train de le devenir parfois. Et en même temps, ça reste vide. Moi, je regarde. Alors, le pluriel d'anecdotes, ça n'est pas statistique, mais quand même, au bout d'un moment, j'observe ça. D'abord, j'ai aussi des statistiques de l'Union des transports publics qui sont assez claires là-dessus, avec le nombre de voyages par habitant et par an, et qui montrent qu'à La Roche-sur-Yon, par exemple, on a 3 ou 4 fois moins de voyages par habitant et par an qu'à Lyon, par exemple. Et puis en plus, on le voit, les bus sont vides. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Et les bus, d'ailleurs, sont réservés à en fait 3 clientèles, les pauvres, les vieux et les jeunes, et puis c'est tout. Et on considère que c'est finalement pas convenable de prendre le bus à Soissons ou à Aubagne. C'est quelque chose que beaucoup de gens, tout simplement jamais fait. Le GART, le groupement des autorités de transport, enfin les élus en charge du transport, et puis l'Union des transports publics font des alarmes régulièrement sur ce sujet-là. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que la ville elle-même a mauvaise réputation. Avec tous ces éléments-là, on s'aperçoit que c'est une question de société. Ça devient ce que j'appelle, moi, l'urbaphobie. C'est un peu bizarre comme mot, mais en même temps, c'est un mot grec et latin à la fois, mais en même temps, c'est ça. C'est-à-dire que la peur de la ville, l'idée que la ville serait un endroit mal fréquenté, malsain, il y aurait de la saleté, il y aurait des ghettos qui se formeraient, il y aurait des... Et donc, j'ai entendu ça à beaucoup d'endroits, pas de la part des citadins purs et durs, de ceux qui habitent dans la ville vraiment, mais de ceux qui habitent un peu plus loin, qui finalement se méfient un petit peu de la ville, ont des images négatives. On arrive d'ailleurs à un point où les mots même ville et campagne ne signifient plus grand-chose d'une certaine façon. On a encore ce débat, cette expression récurrente ville et campagne, la France des villes et des campagnes. En réalité, il y a beaucoup d'endroits en France qui, pour un citadin, qu'un citadin aurait tendance à considérer comme étant la campagne, alors qu'un rural considérait le même endroit comme plutôt la ville. Je voudrais revenir sur un débat de ces derniers jours sur le résultat du premier tour de l'élection présidentielle et puis la dévitalisation, cette notion de France périphérique qui émerge régulièrement. Je dois vous dire que personnellement, je ne suis pas chercheur, je ne prétends pas être géographe, etc., mais je ne comprends pas cette expression France périphérique. Périphérie de quoi exactement ? Est-ce que quand on habite dans le centre de Castres ou dans le centre de Besançon, on est dans la France périphérique ? Quand on habite dans un quartier aisé d'Albi, à Puy-Gouzon, dans la banlieue proche ou la commune qui est juste à côté d'Albi, on est dans la France périphérique. Quand on regarde, non seulement, d'abord on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'un côté des métropoles qui seraient riches et performantes et où tout le monde serait très heureux, et puis de l'autre des endroits où tout le monde serait parfaitement malheureux et totalement déconnecté. Et parfois j'entends, y compris d'ailleurs dans les médias, des journalistes qui peuvent m'appeler pour ce bouquin entre autres, des gens qui manifestement n'ont pas compris qu'en province aussi on avait Internet. Je résume à gros traits, mais c'est un peu ça. J'ai regardé, je me suis amusé, j'ai passé la soirée de lundi à ça,
à regarder quelles étaient, en fonction justement des villes de Procos, puisque la carte de Procos est parfaitement bien faite et qu'on a le taux de vacances pour toutes les villes, pour de nombreuses villes. J'ai pris donc ce que Procos qualifie de... Alors, je ne sais plus, ils ont fait un palmarès des villes les plus dynamiques. Donc, certaines sont des grandes villes, vraiment, de plus de 50 000 habitants. Et puis d'autres, ou des villes moyennes grandes, on peut dire. Et puis les autres, il y a celles qui sont en dessous. Et j'ai regardé à la fois pour chacune de ces villes, je pense que j'espère que vous pouvez voir, mais je pourrais vous passer le document sinon après, et puis il est aussi sur mon blog, le score de Madame Le Pen, voilà, puisque c'est de ça dont on parle, sa progression, et puis le nombre de villes où les 4 principaux candidats sont en tête. Et on s'aperçoit que contrairement, alors bien sûr le score de Le Pen est élevé, mais finalement il est plutôt moins élevé dans la plupart des villes qu'au niveau national. Il est moins élevé que dans les communes autour, finalement. D'ailleurs, si la région Hauts-de-France n'a pas voté Le Pen en 2000, enfin, n'a pas élu Madame Le Pen en 2015, c'est précisément parce que Saint-Quentin, Soissons, Boulogne-sur-Mer, Béthune, etc., Amiens n'ont pas voté pour le Front National. Donc je pense qu'il faut aussi replacer les choses et là encore regarder à une échelle beaucoup plus fine. Et puis dans les villes, vous avez là quelques exemples, dans un certain nombre de villes où le taux de vacances est élevé, qui est arrivé en tête dans la majorité de ces villes-là? C'est Emmanuel Macron, le fameux candidat du mondialisme, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment regarder cette affaire-là. D'ailleurs, il y a un papier cet après-midi dans Le Monde qui dit à peu près la même chose. Moi, j'en ai fait aussi sur mon blog il y a quelques jours, mais qui dit attention, regardons bien à Limoges, Nevers, Thionville, Saint-Brieuc, où le taux de dévitalisation commerciale, mais aussi de logement, et où la fameuse crise urbaine est très forte, et bien toutes ces villes, elles ont placé Macron en tête. Bon, donc je pense qu'il faut un peu relativiser ce constat-là. Et en même temps, oui, il y a une progression. Là, je vous laisse regarder les chiffres, qui est nette, mais simplement, c'est pas forcément dans les villes même que les conséquences électorales se font directement. On a construit, et on construit depuis 50 ans, la ville en dehors de la ville. On a mis la ville vraiment en dehors. Bien sûr, les centres commerciaux, je pense que tout le monde a ça en tête et j'en parle beaucoup dans mon livre, mais aussi parfois la maternité, la piscine, les services publics divers et variés, les cinémas, bien sûr, les hôtels, Pôle emploi. Il y a beaucoup de villes en France où Pôle emploi n'est pas en ville, n'est pas même pas dans le centre-ville, n'est même pas dans les quartiers qui jouxtent le centre-ville. Il est carrément dans une zone artisanale, commerciale ou de logistique qui est à 3, 4, 5 km, parfois desservi par un bus, mais donc ça va quand on vient du centre, mais quand on vient d'un autre quartier et qu'on doit être dans ce quartier-là et qu'on n'a pas de voiture, ce qui est souvent le cas, on se retrouve, c'est assez compliqué. Ce que j'ai lu récemment sur le blog de Frédéric Denré, qui a écrit des livres sur le tout-voiture notamment, il a regardé, il a interviewé la chargée de mission mobilité à la Maison de l'Emploi de Marseille, qui dit 90% de l'accès aux zones d'activité, donc là où en fait on crée de l'emploi aujourd'hui, se fait en voiture, alors que 35% de chômeurs et d'inactifs n'ont pas le permis de conduire, ça c'est pour la région de Marseille, et même 24% pas de voiture. Et on oublie ça, et on continue malgré tout à construire la ville en dehors de la ville. La grande distribution en particulier, avec l'urbanisme commercial qui finalement a organisé cette conception d'urbain, c'est à Aubagne, mais j'aurais pu prendre la photo dans n'importe quelle autre ville. L'offensive de la grande distribution explique cette situation. On a construit, on continue de construire des centres commerciaux en dehors des villes. Et ça, non seulement on l'a fait, mais on continue de le faire aujourd'hui. Il y a énormément de projets encore en cours. Les chiffres, là encore, de Procos sont extrêmement clairs, même si ça a baissé depuis 2008, le nombre d'autorisations et le nombre de mètres carrés construits, mais on continue à construire aujourd'hui. Environ 3 à 4% de mètres carrés de surface commerciale périphérique en plus, alors que la consommation continue de croître, d'environ 1%. Et on crée des choses comme ça. Bien sûr, on pense aux grands projets qu'on connaît un peu partout, Cap 3000, Europa City, etc., où c'est joli, c'est Atoll à côté d'Angers, Waves à côté de Metz, etc. Mais on a aussi dans beaucoup de villes, dans des petites villes, parfois dans des grosses bourgades,
des petits projets, des petites zones, des petits Intermarchés, des petits Leclerc, et puis une petite extension. La commune de Marquise, dans le Pas-de-Calais, voilà, le patron de l'Intermarché explique qu'il va faire une dernière extension parce que voilà, ça s'impose forcément. Et on a de plus en plus aussi, et ça me semble très significatif parce que je crois qu'on pourrait très bien se féliciter qu'après tout la croissance est là et qu'on continue à créer des hypermarchés et puis des zones commerciales, des zones logistiques, etc. Sauf que d'abord on n'a plus forcément besoin et puis que ça finit par vraiment remplacer la ville. Et aujourd'hui, effectivement, les modes de vie, quand on quitte les grandes villes, ils se font en partie dans ces endroits-là. Et la grande distribution a très bien compris ça et donne, et c'est assez frappant, je suis attentif à ce type de choses, ça peut paraître anecdotique mais c'est très frappant, la grande distribution donne à ces zones commerciales des noms de villes. Europa City, cœur d'Arras, qui n'est pas du tout au cœur d'Arras. Les faubourgs de Cassel, qui n'est pas du tout dans le faubourg ni de Cassel, ni de rien du tout, qui est entre Dunkerque et Cassel, c'est-à-dire au sud de Dunkerque, qui est à 25 km de Dunkerque. Donc ça n'a rien à voir, c'est à côté de Bergue. Ça s'appelle les faubourgs de Cassel. Cassel, c'est une bourgade du nord sur un mont, parce qu'il y a des monts dans le nord aussi. Et c'est très joli, mais non, le faubourg de Cassel, c'est pas là du tout. C'est au milieu de la campagne, et voilà. Et on y accède forcément en voiture, bien sûr, c'est pas loin d'une rocade. On continue à faire ça, et on a pratiquement une opération d'organisation finalement de la consommation d'abord, mais aussi de la vie finalement autour de ces zones commerciales qui sont qui finalement, enfin je vais dire le mot parce que ça me vient en tête comme ça, mais c'est pratiquement, je suis désolé, d'une opération de grand remplacement de la ville par le centre commercial. Enfin, c'est exactement ce à quoi on assiste. Et tout ça, on le fait systématiquement au nom du pouvoir d'achat, de l'emploi, même si, quand on regarde, alors il y a peu d'éléments qui disent de manière précise les choses, parce qu'on fait finalement assez peu de bilan, il me semble, de ça, mais peut-être que vous aurez quelques éléments à ajouter, mais on fait finalement assez peu le bilan quand une zone commerciale a été ouverte 5 ou 10 ans après, de combien ça a pu créer effectivement d'emplois, et combien ça en a éventuellement détruit. Et souvent, on oublie de faire ce bilan. Et il y a une militante qui l'a fait, qui s'appelle Jacqueline Lortiwa, qui est une militante contre le méga centre commercial Europa City de Imauchamp au nord de Paris, et qui a regardé pour la région enfin pour les alentours de Roissy, et qui dit en fait depuis 10 ans, on a créé des nouvelles zones commerciales. Ça a créé de l'emploi à un endroit précis, ça en a détruit un autre. À la fin, ça fait à peu près le même nombre d'emplois, mais par contre, ils sont beaucoup plus dispersés que ce qu'ils étaient auparavant. Donc, je pense que c'est intéressant de savoir ça, et ce serait intéressant d'avoir davantage d'études. Et puis, il y a aussi des études assez sérieuses, notamment d'un cabinet qui a été repris ensuite par la Chambre de commerce et d'industrie de Rhône-Alpes, qui montre qu'on crée davantage d'emplois, bien sûr, dans les commerces, les petits commerces, quels qu'ils soient d'ailleurs, indépendants ou pas indépendants, que dans les grandes surfaces de périphérie. D'ailleurs, c'est l'objectif des grandes surfaces de consommer moins d'emplois. Et quand on fait ça, on oublie, on ne regarde pas à long terme. On continue à finalement dans les agglomérations. Je l'ai vu l'autre jour à Clermont-Ferrand. On est en train de faire à Clermont-Ferrand. Il y a un projet, non pas à Clermont-Ferrand, dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, à Aubière exactement, 10 000 habitants. Un projet de Cultura. Cultura, c'est cette espèce de librairie. Bon, très bien, une chaîne. Sauf que la librairie des Volcans, qui est une SCOP et qui est dans le centre de Clermont-Ferrand, elle n'est pas contente. Elle se dit que les gens vont plus venir à la librairie des Volcans et vont aller au Cultura. Et là, je voudrais dire une chose. Pour revenir à cette affaire de métropolisation, parce que ça revient régulièrement, on me pose la question, alors mais c'est la faute des métropoles. Mais je suis désolé, si la librairie, et j'espère que ça ne sera pas le cas, mais si par contre la maison de la presse de Moulins, que j'avais rencontré des gens à Moulins et ça a fermé là, ces jours-ci, c'est la maison de la presse de Moulins ferme, c'est pas de la faute de Lyon, hein. C'est pas de la faute de Bordeaux, c'est parce qu'il y a une zone commerciale au nord de Moulins qui a été ouverte l'an dernier. Et si un jour la librairie des Volcans à Clermont doit fermer, c'est pas de la faute de Lyon non plus, ce sera de la faute du maire d'Aubière qui a accepté ce nouveau Cultura. Donc, et là, il y a beaucoup de débats là-dessus. Moi, je suis fondamentalement, je pense qu'il faut arrêter de faire sous ces zones commerciales. Je pense que ça pose un énorme problème. Je sais qu'il y a beaucoup d'affirmations qui disent que le contraire, et parfois des élus qui reprennent ce discours-là en disant qu'il n'y a pas de concurrence avec le centre-ville. Sauf qu'il faut regarder comment on fait concrètement. Et c'est là que je trouve intéressant de s'intéresser au transport, même si j'en parlerai davantage ensuite. C'est comment on se déplace. Quand on va en périphérie, on prend sa voiture. C'est logique.
parce que même s'il y a parfois des bus et qu'on a fait des pistes cyclables à l'intérieur généralement de la zone commerciale, généralement les gens prennent leur voiture, c'est assez logique. Et à partir du moment où on a pris sa voiture, même si on n'est pas allé acheter quelque chose qu'on pourrait trouver en centre-ville, ben, on est en voiture, donc on continue en voiture. Donc de toute façon, comme il y a une zone pas très loin où on peut trouver là par contre ce qu'on cherchait, ce qu'on aurait pu éventuellement chercher en ville, ben on continue. Et donc on a un territoire qu'on continue, en dépit de tous les discours sur la démotorisation, sur le CO2, etc. On a un territoire qu'on continue aujourd'hui à créer uniquement pour la voiture individuelle, ou en tout cas avec la perspective que tous les déplacements doivent pouvoir se faire, c'est ça en fait, hein, tous les déplacements doivent pouvoir se faire en voiture individuelle, quel que soit le déplacement. Et le résultat de tout ça, c'est l'apparition. Alors ça, c'est voilà, le résultat de tout ça, c'est Bouygues qui décide de quitter Albi pour rester à Albi, mais au géant Casino. Et le résultat, voilà, ça s'est tourné en Saône-et-Loire. C'est déjà, il y a déjà la moitié des commerces qui sont vides. Il y a une magnifique abbatiale, c'est superbe. Il y a 5700 habitants sur le bord de la Saône. Je vous conseille. Et là, le maire veut faire ce truc-là en disant c'est un pôle économique. Sauf que dans ce pôle économique, il y aura d'abord, parce qu'il n'a pas encore réussi à convaincre les entreprises qui rêvent de venir à Tournu pour s'installer, mais par contre, il a convaincu Leclerc. Donc là, il y aura d'abord un centre Leclerc, puis après, pour le reste, on verra. Et les commerçants sont vent debout, comme vous pouvez l'imaginer. On a aussi l'apparition de plus en plus de friches commerciales dans les zones périphériques, c'est-à-dire que non seulement ça tue le commerce de ville et l'activité de la ville tout court, et ça finit par tuer aussi le commerce de périphérie lui-même, avec des panneaux parfois totalement absurdes. Alors, comment on fait maintenant ? Non, il n'y a pas de solution unique et facile, même si tout le monde voudrait une solution rapide en plus, non. Il y a quand même une prise de conscience de certains élus. Alors, elle est lente, enfin, elle n'est pas forcément lente. Ça fait souvent un déclic, mais parfois, elle n'est pas encore là. Et il y a des élus, soit des élus, alors je peux en citer, hein, le maire d'Épinal, les élus de Cangevrier, qui maintenant fait partie de la commune du Grand Annecy, et puis aussi des médias, parce que les médias locaux, souvent, ont eu tendance, enfin, le font encore ont tendance à célébrer l'arrivée de telle ou telle enseigne en disant comme ça, nous sommes enfin une grande ville. Quand Ikea est arrivé à Orléans, c'était la fête. Hein, Tours avait un Ikea, donc Ikea Orléans quand même, c'est chouette. Et donc maintenant, la presse locale est un peu moins dithyrambique et commence à se dire, mais attendez, mais est-ce que vraiment on a besoin de toutes ces zones supplémentaires ? Il y a beaucoup d'associations aussi, localement, alors des associations de commerçants, des associations aussi de citadins tout simplement, des commerçants, comme cette livraire de Castres que j'avais rencontrée, des présidents de chambres de commerce et d'industrie, comme celui d'Angers, qui a pris position récemment contre l'agrandissement du centre Atoll. Et puis au niveau national, on a le patron de Monoprix, Régis Schulz, qui a pris position dans une tribune dans le Figaro début février, pour un moratoire, comme tu as dit Ariella, pour un moratoire sur la construction des nouvelles zones commerciales. Alors, une fois qu'on a fait ça, ça ne va pas forcément régler tout le problème. Par contre, les élus ont quand même des outils à leur disposition, à condition de savoir les utiliser, de faire, comme le dit Michel-François Delannoy de la Caisse des dépôts et consignations, faire transpirer le PLU, c'est-à-dire utiliser tout ce qui est utilisable dans le plan local d'urbanisme pour pouvoir contrer les nouveaux projets. Et puis pas seulement contrer les nouveaux projets, parce que ce n'est pas seulement ça, c'est aussi réaménager la ville, repenser la ville, en pensant d'abord à ses habitants. Et donc, se dire, par exemple, comme le font clairement le maire de Cahors ou le maire d'Aurillac, dire, l'hôpital, on veut qu'il reste en ville. Et donc, se battre parfois contre les services de l'État pour dire, non, l'hôpital, on ne veut pas qu'il aille à l'extérieur, même s'il est un peu vétuste, on peut changer des choses, ça va coûter un peu plus cher dans un premier temps, mais par contre, tous les gens qui viennent à l'hôpital, qu'ils soient personnel soignant, patients, visiteurs, quand ils sortent de l'hôpital, ils ont envie de manger un truc, d'acheter des fleurs, etc., il faut qu'ils soient en ville. À Castres, ils ont fait exactement l'inverse, ils l'ont mis à l'extérieur. Le résultat, c'est que Castres en souffre. Alors, il y a bien sûr la volonté de faire de la ville, et ça, je l'ai vu dans plusieurs endroits, parce que là aussi, il y a une prise de conscience, à Mulhouse en particulier, mais j'ai vu ça aussi à Saint-Étienne, et il y en a certainement d'autres, un lieu du commerce de destination. C'est-à-dire que, très bien, on ne va pas se laisser faire, on va se battre, on va faire venir des commerces, et à Mulhouse, ils ont réussi, parce qu'ils ont fait baisser le taux de vacances ces dernières années, donc c'est très bien. C'est intéressant. La seule chose, c'est que je me dis que la destination parfaite, le manager de centre-ville de Mulhouse que j'ai rencontré au mois de janvier me dit on est content
parce qu'on a des gens qui viennent de Bordeaux faire leurs courses, bon, très bien. Mais s'ils pouvaient déjà descendre du Rehberg ou venir de Kingersheim, ce serait pas mal. Ils le font aussi. Mais simplement, je pense qu'il faut aussi se réfléchir aux riverains et aux habitants, et pas seulement à devenir une destination, pas seulement à l'idée de devenir une destination. Et puis surtout, et ça j'aurai l'occasion d'expliquer, il faut s'occuper pas seulement du commerce et pas seulement du centre-ville. Simplement pour... Un peu parce que j'ai entendu des choses, à force de faire des débats un peu partout. Quelqu'un me disait l'autre jour, qui intervient régulièrement dans ce domaine-là, me disait des commerçants, des petites surfaces de 25-30 mètres carrés dans les villes, de toute façon, c'est fini. C'est plus possible, il faut des grandes surfaces. C'est pour ça que les enseignes s'installent en périphérie, et puis voilà. Sauf qu'en fait, non. D'abord, il y a des enseignes qui misent sur les petites surfaces. Et puis là, alors là, c'est une enseigne, en l'occurrence, qui vend du thé. C'est à Rouen, je les ai rencontrés, mais c'est un exemple parmi d'autres. C'est en fait possible, à condition que ce soit bien agencé, à condition de les encourager, à condition éventuellement d'avoir localement soit une fiscalité incitative, soit au contraire une taxation des pas de porte vides. Donc il y a des choses qui sont à faire, mais à condition d'abord d'en prendre conscience et de ne pas avoir cette idée que de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Alors, je trouve intéressant voilà. Je crois qu'on a, là, à partir du quinquennat qui s'ouvre, il y a une énorme responsabilité de l'État, il me semble, sur ce sujet-là. Je pense qu'effectivement, si on décide simplement de permettre davantage de construction, comme le prévoit le candidat qui pourrait être élu, ça va pas le faire, comme on dit. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il y a vraiment une prise de conscience. Il faut un vrai plan pour sauver les villes, mais pas seulement les commerces de centre-ville. J'insiste là-dessus. Le programme de la Caisse des dépôts et consignations qui met en avant les centres démonstrateurs est intéressant. Je trouve ça extrêmement intéressant. Ils ont une redynamisation qui se fait par l'attractivité, par le rééquilibrage social, par un certain nombre par le logement, par l'activité, bien sûr, le commerce, la voirie aussi, l'espace public. C'est très intéressant, mais j'étais un petit peu surpris, un petit peu étonné qu'ils ne prennent pas en compte. Alors voilà, ça c'est, pardon, excusez-moi, ça c'est, certains vont se reconnaître, c'est le rapport qui avait été remis à Martine Pinville au mois d'octobre, et voilà ce qu'on pourrait faire en grand peut-être pour les prochaines années. Je voulais juste, voilà, je pense qu'il ne faut pas juste se préoccuper des commerces de centre-ville, pas seulement du commerce de centre-ville, et quand j'ai posé la question à Michel-François Delannoy de la Caisse des dépôts, j'avoue que j'étais un peu étonné, et j'en ai parlé avec lui, mais je lui ai demandé, mais est-ce que vous vous intéressez qu'au centre-ville ? Il me dit non, on s'intéresse aussi aux quartiers politiques de la ville. Donc, vous savez tous que ce sont les quartiers politiques de la ville par définition, sauf que cette expression, personne ne la comprend, hein, à part nous, hein, en gros. Ça ne veut rien dire. Politique de la ville, tout le monde imagine qu'on va parler de la ville. En fait, non, pas du tout. On parle seulement de certains quartiers. Et donc, dans la loi, d'ailleurs, égalité des territoires, j'ai appris ça l'autre jour, parce que j'apprends en marchant, en fait, dans l'affaire aussi. Hein, donc, on fait un bouquin, puis après, on s'aperçoit qu'on apprend énormément de choses en rencontrant des gens, et tant mieux. En tout cas, moi, j'en suis content. Mais j'ai appris l'autre jour que dans la loi égalité des territoires, il y avait une expression pour définir les quartiers qui ne sont pas dans le centre, qui ne sont pas dans les quartiers politiques de la ville, c'est les quartiers hors PQV. Donc, les quartiers hors PQV, c'est ça. QPV, je ne sais plus, je ne sais jamais. QPV. Hors QPV, c'est ça. C'est l'essentiel de la ville en réalité. C'est des quartiers, alors ils n'ont pas de nom, c'est incroyable. En fait, on les appelle faubourgs, on les appelle quartiers anciens, on les appelle péricentres, quartiers interstitiels, quartiers intermédiaires. C'est des quartiers qui ont été construits au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe, qui ont le style de la région en général. Vous voyez un peu des maisons bretonnes à Saint-Malo, les petites maisons blanches à Boulogne-sur-Mer, etc., qui sont reconnaissables. C'est les quartiers où vit la majorité des habitants de la ville, qui sont, alors certains sont chics, d'autres moins, souvent ils sont mélangés, mais c'est des quartiers auxquels on ne fait pas vraiment attention, qui sont pas pris en compte. Et quand on a l'idée de faire de la ville un lieu de destination avec des commerces de destination, c'est très bien, sauf qu'on oublie qu'il y a ces gens qui habitent dans ces villes, dans ces quartiers-là, qui pourraient venir dans le centre à pied, par exemple, ou à vélo, c'est pas très compliqué, mais sauf que on n'a pas vraiment pris soin de leur environnement. On leur a mis, comme je vous montrerai après, des trottoirs avec des arbres dessus, parce que ça fait joli comme à Toulon, sauf que le résultat, c'est qu'on peut pas passer
avec une poussette ni avec un enfant. Il y a des voitures garées partout. C'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'ils font? Ces gens, ils habitent peut-être dans un quartier hors QPV, mais du coup, ils prennent leur voiture pour aller au supermarché comme tout le monde. Et là, c'est vraiment dommage. C'est une observation que j'ai pu faire. J'avoue que j'ignore si elle est étayée scientifiquement par toute une série de recherches, mais moi, je l'ai faite en l'occurrence, et j'en ai parlé bien sûr après avec non seulement des habitants, mais aussi des décideurs, et les gens me disent oui, c'est vrai, c'est dommage, on a ces quartiers qui sont pas très loin, on pourrait quand même s'en servir, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas on pourrait faire vivre ces quartiers et ces habitants. La localisation des équipements est très importante. Je pense que là aussi les services de l'État ont un rôle extrêmement important à jouer quand on décide d'installer une université, un hôpital justement, ou tel type d'infrastructure dans telle ville. Il faut savoir pas seulement dans quelle ville on l'installe, mais où dans la ville. Là, il y a quelque chose à faire, il me semble. Et c'est aujourd'hui, je ne crois pas le cas, par exemple pour les universités. C'est souvent aux élus locaux de décider, mais je pense qu'il y a vraiment une incitation à avoir. Il y a quelque chose à faire au niveau de la réhabilitation des logements. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, là, je prends l'exemple de Béziers parce qu'on me l'a dit l'autre jour, on a ce qu'on appelle des cafistes, c'est-à-dire en fait des propriétaires qui possèdent des immeubles où logent des locataires qui bénéficient des allocations de la caisse d'allocation familiale, très bien, mais sauf qu'ils n'entretiennent pas leurs biens, et eux-mêmes, les propriétaires. Et donc, ils sont très contents. Donc là, il y a, à mon avis, un enjeu très important. Je pense qu'il y a déjà des politiques dans ce genre-là. Je dois vous dire au passage, parce que, à force, je le dis, ça n'a pas de valeur scientifique, là non plus, mais j'ai tendance, au fil des années, à davantage croire à la politique qu'à la loi. C'est-à-dire que je pense que finalement, c'est très bien de faire des lois, de changer des lois, de faire des lois d'urbanisme qui en fait changent ce qu'a fait la majorité d'avant. Bon, très bien. Sauf que ensuite, il faut les comprendre, les appliquer. Par contre, quand il y a un élu ou des élus ou des consultants ou ce que vous voulez qui sont conscients d'un sujet et qui utilisent les lois existantes pour faire quelque chose, là, ça peut marcher. Par contre, une nouvelle loi, si elle est utilisée à l'inverse par la grande distribution pour faire l'inverse, ça marche aussi. Donc je pense que la volonté politique, il me semble, je finis par croire ça, je constate ça, ça encore, mais ça n'a pas forcément de valeur, mais je vous le dis simplement, il me semble que ça a plus de force que simplement le fait de vouloir sans arrêt changer des lois. Alors, je vous prends l'exemple de Saint-Étienne, qui est un exemple positif pour le coup. C'est la volonté de la mairie de permettre aux habitants d'avoir ce qu'on appelle une terrasse tropézienne. Ça peut paraître un détail, et donc cette série de solutions, je suis désolé, il y a beaucoup de détails, mais je pense que si en même temps on ne prend pas conscience du sujet et qu'on ne met pas qu'on n'utilise pas tous ces détails, ça serait dommage. Là, en l'occurrence, c'est pour permettre aux gens qui ont un immeuble dans le centre de Saint-Étienne d'avoir en fait des combles ouverts, tout simplement, de pouvoir profiter du soleil et donc de rester en ville. De ne pas avoir cette tentation de vouloir habiter ailleurs parce qu'on va aller trouver une maison plus loin, d'avoir évidemment une valorisation de leurs biens immobiliers, ça, il n'y a aucun doute. À Saint-Étienne, il n'y a pas de mal. Mais en même temps, je pense que là, je trouve que c'est une initiative extrêmement intéressante qui en fait, montre qu'on prend en compte les citadins et pas et les habitants qui sont là. Je voulais évoquer rapidement, les caisses, les CDAC, excusez-moi, les commissions départementales d'aménagement commercial qui, comme vous le savez, ont tendance à approuver généralement la création de nouveaux centres commerciaux. Là aussi, j'ai entendu parler de réformes, j'ai entendu parler de nouvelles lois, très bien. Il y en a déjà eu 3 ou 4 depuis 40 ans sur ce sujet-là. Il me semble intéressant plutôt que de vouloir réformer en disant on va changer le mode de décision, on va faire en sorte que tout ça, on va renationaliser la décision, faire en sorte qu'elle soit plus départementale, ces commissions, mais régionales ou nationales. Moi, je trouverais plus intéressant de sensibiliser les acteurs de la commission actuelle. Parce que du coup, une fois qu'ils sont sensibilisés, ils auront la possibilité de faire des choix en toute conscience au niveau local et parce qu'on peut tout à fait leur faire confiance, mais à condition de leur dire « Attendez, regardez ce que vous êtes en train de faire ». Si par contre on dit « non, vous n'avez plus votre mot à dire et puis ça va se décider à Paris », je ne suis pas sûr que ce soit génial du point de vue de la responsabilité. Puis en plus, ça ne marche pas. Au bout de quelques années, finalement, on trouve des biais, etc. Bon. Je vous signale qu'il y a quand même pas mal d'associations locales qui participent maintenant à ces CDAC parce qu'elles ont demandé au préfet. Alors c'est le cas d'une association à Perpignan Équilibre, qui a obtenu d'ailleurs le fait de ne pas avoir de nouvelles zones commerciales. Il faut que j'accélère, Ariela, c'est ça ? Non ?
Ça va, d'accord. Et puis, je vous signale aussi, il y a des associations pro-vélo, par exemple, qui ont décidé, comme c'est le cas à Bourges, de faire partie ou de demander, en tout cas, et qui ont obtenu la possibilité de faire partie de CDAC de temps en temps, et qui interviennent, non pas parce que simplement elles veulent des pistes cyclables, mais parce qu'elles considèrent que la ville doit être pensée pour ses habitants, parce qu'ils espèrent que davantage de gens feront du vélo pour la ville. Et donc, ils font partie de la CDAC et ils ont l'occasion de s'exprimer sur ce sujet. Alors, j'en viens justement au déplacement. C'est un peu le point aveugle de l'affaire, parce que quand on interroge seulement les commerçants dans une ville, ou parfois les élus, très vite, la chose qui revient, c'est « bah oui, mais c'est normal, vous savez, ici, on ne peut plus se garer ». D'ailleurs, place de la cathédrale à Colmar, ben voilà, on ne peut plus se garer. Bah oui, il y a tellement de voitures déjà qu'on ne peut plus se garer, effectivement. Et là-dessus, je pense que c'est très intéressant de regarder ce qu'il en est, de regarder ça avec attention. Les déplacements, le stationnement, c'est pas quelque chose qu'on évacue comme ça en disant de toute façon, on verra ça plus tard. C'est un sujet absolument central. Et l'inverse, l'idée qui finalement consisterait à multiplier systématiquement les parkings gratuits, les rocades, les possibilités d'accès, etc. À la fin, ça marchera de toute façon pas, parce qu'il y aura davantage de voitures dans la ville, et donc comme il y aura davantage de voitures dans la ville, il se passera ce qui se passe place de la cathédrale à Colmar, ben, on pourra effectivement plus se garer, donc les gens iront ailleurs. Donc il faut se poser la question, et en même temps, ça a énormément de nuisances, cette voiture individuelle quand elle est partout, et je vais les citer ensuite. Plus généralement, d'une manière générale, dans la réflexion d'aménagement du territoire, il me semble que les déplacements sont souvent le point aveugle des décisions. On le voit dans les mots, on dit on va créer ça à l'entrée de ville. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, entrée de ville. Quand on a fait la gare de TGV de Belfort-Montbéliard, on a dit elle est au cœur de l'agglomération, mais en fait, elle est en pleine campagne. On dit bien sûr à 5 minutes, à 10 minutes, à un quart d'heure. Évidemment, c'est toujours pensé comme étant en voiture. Et inversement, on entend toujours l'idée que non, mais il ne faut pas chasser les voitures de la ville. D'ailleurs, on a chassé les voitures de la ville. Ben, la preuve que non. Voilà, c'est un exemple à Rodez, mais il y en a plein d'autres, j'en prends plein des photos comme ça. Là, c'est un espace banalisé, priorité aux piétons, etc. Arrêt toléré. Il y a 3 voitures dans la rue. Et c'est comme ça partout. Donc on n'a pas chassé les voitures de la ville. Dans certaines rues, on les a mis piétonnes, dans certaines rues des villes moyennes, mais c'est à peu près tout. On ne s'est pas vraiment préoccupé de ce qui se passait autour. Les nuisances, elles sont multiples. Alors voilà, ça c'est typiquement, ça c'est un commerçant de Brive qui a compris que, attention, hein, c'était quelque chose de très précieux le parking. Et en même temps, quand on regarde l'effet du tout-voiture finalement sur les villes, ça a plusieurs effets. C'est d'abord l'effet que la voiture permet en général d'aller loin, pas forcément d'aller vite, mais d'aller loin. Et donc forcément, quand on construit la voirie et le... Je ne sais pas pourquoi ça marche encore ou pas. Oui, pardon. Quand on construit la voirie et l'organisation de la ville pour les déplacements lointains, ben forcément les gens vont loin. Bon, désolé, c'est l'autre qui marche mieux. Comment il faut que je sois au milieu, c'est ça? D'accord, merci. D'accord, ok. Bah oui, c'est vrai. Je ne suis pas très bon pour ces trucs. Donc effectivement, oui, c'est vrai, c'est beaucoup mieux. Voilà, pardon, je suis désolé, mais on oublie toutes les nuisances de la voiture aussi. On oublie que très souvent en ville, on est confronté à ça. Ça, c'est dans le centre de Soissons. Ça, c'est à côté c'est donc tout près du centre de Béthune. Et il y a plein d'exemples de ce type-là. Ça, c'est dans un fameux quartier hors QPV. On a à chaque fois une difficulté en fait à se déplacer à pied, tout simplement. Et je trouve que on ne se pose pas jamais cette question-là, on la néglige complètement, et quand on fait ça, on oublie qu'il y a tous ces gens qui habitent dans les quartiers qui sont autour, justement, qui habitent en ville eux-mêmes, qui pourraient profiter de leur ville, qui pourraient bénéficier aux infrastructures, au commerce, etc., et qui en fait ne peuvent pas le faire. Et on fait, d'ailleurs on le voit régulièrement dans les colloques sur ce sujet, les élus eux-mêmes, les spécialistes du commerce notamment, aussi, parlent d'espace public de qualité. C'est quoi un espace public de qualité? Là, c'est la place du Peuple à Saint-Étienne, mais ce n'est pas un parking, justement. Alors, on peut aussi faire ça, donner des indicateurs, des indications aux habitants, aux gens qui sont là, aux touristes de passage éventuellement, et leur dire, voilà, à Dunkerque, vous pouvez aller à pied, vous pouvez vous déplacer, c'est très simple, voilà le nombre de minutes que vous allez mettre, et ça me semble quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Voilà, alors désolé, mais bon. Ça, c'est une étude, parce que il y a eu des observations, mais il y a aussi des études assez sérieuses qui regardent justement
pour les commerces, mais pour les services, c'est à peu près la même chose. Finalement, est-ce que cette histoire de voitures, est-ce qu'il faut vraiment plus de voitures? Est-ce qu'il faut vraiment plus de parking gratuit? Est-ce qu'il faut vraiment, donc du coup, plus de nuisances, plus de bruit, plus de pollution? Et ça, c'est une étude qui a été menée l'an dernier. Vous voyez, on a demandé aux commerçants, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut à Rouen pour redynamiser la ville? Ils répondent pas assez de stationnement. Et on demande aux clients la même question. Ils répondent, en fait, il y a trop de bruit, trop de circulation. Certains répondent quand même qu'il n'y a pas assez de stationnement, mais pour la plupart, ils disent on n'a pas assez d'espace pour marcher, etc. Je vous donne un autre exemple. À Vannes, ça c'est intéressant, j'ai été invité par des fromagers pour leur parler de cette affaire-là, les fromagers de centre-ville. Ils étaient une dizaine de toute la France, une vingtaine. Et je vois le fromager de Paris, notamment, rue de Charenton, qui m'explique vraiment la politique d'Hidalgo, c'est épouvantable parce qu'on ne peut plus accéder en voiture. Bon, je dis, mais quelle est la proportion, rue de Charenton, dans le 12e, de gens qui viennent en voiture? Il me dit, je dis, mais vos clients viennent à pied de toute façon. Il me dit, oui, 40% viennent à pied. Je dis, mais comment vous le savez? Oh ben, c'est comme ça, je le sais. Bon, très bien. Sauf qu'à Paris, il se trouve que 79% des courses se font à pied. Donc, je ne sais pas, peut-être une exception rue de Charenton. Donc, il y a toujours ce doigt mouillé. Ah oui, il paraît que, à mon avis, c'est ça. À Vannes, ils ont fait l'expérience. Vannes, une petite place qui n'est pas piétonne. Ils ont demandé, une dizaine de commerçants a demandé pendant une semaine à ses clients, vous êtes venus comment, vous venez d'où? Et on s'aperçoit, en moyenne, il y a 54% des gens qui sont venus en voiture, mais pour les Vanntais, vous voyez, il y a 56% des Vanntais qui sont venus à pied. Donc, des habitants qui viennent de la commune de Vannes, simplement. Pas juste du centre, de la commune, de l'ensemble de la commune de Vannes. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Et de plus en plus, les commerçants qui font cet effort-là, et souvent ils ne le font pas malheureusement, ça pourrait être fait au niveau de la collectivité, ils constatent cela. Le diable est dans les détails. Je vous passe, j'en ai plein des photos comme ça. Rue Barré, Colmar, rue Barré, c'est une rue semi-piétonne. En fait, elle n'est pas barrée, cette rue. Moi, je suis passé à pied. Sauf que c'est barré pour les voitures. C'est un détail, peut-être, mais c'est important. On peut passer à pied. Donc, autrement dit, on peut accéder à la grenetterie Tischmarer à pied. Mais voilà, donc c'est des choses comme ça. Je vous donne un autre exemple, pareil à Bourges, déviation obligatoire. Mais non, on peut passer à pied et à vélo. Donc, c'est des choses comme ça. Bon, je vous donne un autre exemple. À Strasbourg, au moment du marché Noël de 2015, après les attentats, on décide de piétonniser totalement le marché Noël et donc le centre-ville. Sur le panneau qui est sur l'autoroute, c'est écrit centre-ville, Strasbourg, marché Noël, centre-ville fermé. Bon, l'adjoint en commerce est allé voir les services de l'État en disant vous êtes gentils, mais là, il faudrait mettre autre chose. Ils ont changé, ils ont écrit Strasbourg, marché Noël, centre-ville piéton. Eh bien oui, ça change tout. Des exemples comme ça, j'en ai plein. Les parkings souterrains, voilà généralement ce que ça donne, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont pratiquement jamais pleins. Par contre, ils ne sont pas forcément bien indiqués. On les néglige, on néglige l'organisation parfois même du parking. J'ai entendu ça l'autre jour, c'était à Moulins, où pour avoir une carte d'abonnement, il faut aller à tel parking, à telle heure d'ouverture pour pouvoir accéder à tel autre. Enfin, c'est assez compliqué. Les parkings souterrains n'ont pas forcément des noms toujours, je termine bientôt, toujours forcément adaptés. Je prends un exemple encore. À Mulhouse, là encore, en discutant avec Frédéric Marquet, me dit oui, on a 5 parkings souterrains dans le centre-ville, c'est très bien, ils sont tous au même prix, on a réussi à obtenir des opérateurs qui les mettent tous au même prix, mais en fait, ils portent des noms qui font que c'est compliqué parce que sur les 5 parkings, il y en a un qui s'appelle le parking du centre, un qui s'appelle le parking central, et ni l'un ni l'autre sont celui qui sont le plus au centre. Voilà, les indiquer comme ça, comme c'est le cas à Lyon, c'est intéressant. Leur dire, comme c'est le cas à Cavaillon, les exemples, il y en a des bons partout. Celui-là, il est gratuit, celui-là, il y a tant de places, c'est intéressant. Évidemment, la solution vélo pour les commerces, mais aussi pour les gens qui viennent en ville pour travailler, qui laissent leur voiture là, qui font 1 ou 2 kilomètres et qui repartent le soir. Le vélo, aujourd'hui, est une solution qui est totalement sous-utilisée dans la plupart des villes moyennes en France. C'est vraiment dommage. Je vous donne la balade urbaine. Ça, c'est quelque chose c'est des petites choses, hein, mais en même temps, je trouve que si on met tout ça en œuvre, si on réfléchit à tout ça, je pense que ça peut donner. Et les villes qui s'en sortent, les grandes villes de France, elles sont passées à peu près par toutes ces solutions-là. La balade urbaine, qu'on appelle marche exploratoire, peu importe le nom qu'on lui donne, permet de voir la ville.
permet pas juste d'inaugurer un truc et puis de s'en aller, permet pas juste de faire un truc sur plan et puis de jamais aller voir finalement la réalisation, mais permet de comprendre l'acheminement, ne serait-ce que simplement pour aller justement du parking machin truc au centre-ville, comment on fait à pied. Et on apprend énormément de choses, je l'ai déjà fait dans plusieurs endroits, mais ça peut voilà, c'est un outil qui peut être tout à fait développé. Juste une anecdote, j'ai fait avec le CAUE, donc de Privas en Ardèche, et ils m'ont dit « Ah oui, c'est une super idée, on y avait pensé, mais on n'avait pas osé le faire, parce que proposer une balade urbaine, ça ne faisait pas assez sérieux. » Et voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir une parole là-dessus en disant peut-être que vous pourriez faire des balades urbaines, c'est sérieux. Les parvis de gare, évidemment, là vous avez une clientèle captive, je ne vais pas parler de transport public, mais là aussi une clientèle captive qui est en ville, qui, une fois qu'il a quitté son bus ou son train, est en ville. Eh ben, il faut en profiter, il faut faire... Ça, c'est un Nancy. Il y a plein d'autres projets du même type, mais si le parvis est comme c'est le cas à Compiègne, ce que j'ai vu l'autre jour, un parking sur lequel il est impossible de circuler à pied, évidemment, ça ne donne pas envie d'arriver en train à Compiègne. Je pourrais vous parler de tourisme, de Airbnb qui peut, alors pas dans les hyper grandes villes où ça a tendance à faire vraiment une concurrence et à prendre vraiment de la place pour le logement, mais dans les villes moyennes, ça joue un rôle. C'est pas la même clientèle que pour les hôtels. Il y a un tourisme de gens qui peuvent rester quelques jours parce que dans un hôtel, il resterait seulement une nuit. Je trouve ça intéressant. Je pense que tout simplement, il faut redonner aux citadins l'envie de vivre la ville, d'habiter en ville, et je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Olivier, merci. Vous m'entendez? Merci pour cette exploration. On sent que tu as arpenté la France dans tous les sens, observé, avec ton regard qui n'est pas un regard de chercheur, qui n'est pas un regard d'urbaniste et qui nous renvoie beaucoup de questions. Je pense que la salle va avoir envie d'échanger. Mais d'abord, on va aller à Mulhouse. Tu as évoqué Mulhouse, qui a réaménagé son centre d'une façon assez exceptionnelle, qui essaye de regagner ses friches et qui reste quand même en souffrance par rapport au développement de la périphérie, qui a essayé de mettre en œuvre une ville marchable, une ville vélo. Donc voilà, tu nous racontes. Pardon, Mulhouse, je vais peut-être prendre le pupitre. Et Saint-Étienne, qui a été montré tout à l'heure, donc comme je disais, Stéphane a beaucoup travaillé sur Saint-Étienne. La transformation commence à être très très significative. On était avec le club Ville Aménagement il y a quelques semaines, et il a fallu vraiment 10 ans de travail et plus pour que ça se voit. La qualité des espaces publics, l'offre de services en ville, l'offre d'équipements auquel Stéphane a contribué. Merci Ariella. Bonjour à tous. Donc Stéphane Musica, directeur de Citivia, donc aménageur de la région mulhousienne. Alors j'ai quelques images à défiler, je ne sais pas si elles peuvent s'enclencher là pour passer sur le PowerPoint mulhousien. Ça me facilitera la présentation. Bon, je commence donc. Alors Mulhouse, en quelques mots, c'est une grande ville moyenne, pour prendre la terminologie qu'utilise récemment Procos dans son étude. La clé, oui. Elle est sur le poste. Voilà, très bien. Bravo. Donc, grande ville moyenne. Je laisse les choses se mettre en place. Environ 110 000 habitants, une agglomération de 270 000 habitants, sur un territoire qui est un territoire globalement plutôt prospère, l'Alsace, à proximité de l'agglomération de Bâle, qui est une ville extrêmement riche, de la région de Fribourg aussi, qui est une région prospère. Mais la ville centrale de Mulhouse est une ville qui connaît des difficultés économiques, parce que, comme beaucoup d'autres villes, une ville industrielle qui a vu ses bases industrielles se casser la figure au fur et à mesure des fermetures d'usines, et qui a des vraies problématiques de pouvoir d'achat des habitants de centre-ville et des problématiques d'attractivité, sur lesquelles il y a eu un gros travail qui a été fait, un travail structurant d'abord en termes de transport en commun, les investissements à l'époque de Jean-Marie Bockel sur le tramway, qui a installé un tramway et un tram-train,
la desserte TGV aussi de la ville, un Euro-Airport donc à proximité, qui fait que c'est une des villes dans sa catégorie, voire même la ville la mieux desservie et la mieux connectée. Donc ça, c'est des investissements structurants. Mais au début des années 2010, se posait la question du travail beaucoup plus actif sur le centre-ville, le centre historique, qui était relativement dévitalisé, à la fois pour les phénomènes qui ont été bien décrits par Olivier Rasmont, qui sont nationaux, avec une extension des commerces périphériques extrêmement forte, et d'ailleurs plus forte d'ailleurs que la moyenne nationale sur la région mulhousienne. Deuxièmement, le chantier du tramway qui, comme dans beaucoup d'autres villes aussi, déstructure les habitudes de circulation, la fréquentation du centre-ville. Donc il y avait eu un effet sur les commerces du centre-ville. Et donc c'est ce constat au début des années 2010 qui a amené Jean-Marie Bockel et dans la foulée très rapidement Jean Rotner, qui a pris la succession à la mairie, de prendre le sujet à bras-le-corps, de s'appuyer sur son bras armé, donc Citivia, qui s'appelait la CERM à l'époque, pour enclencher un programme d'action auquel on a donné le nom de Mulhouse Grand Centre. Donc avec un programme d'investissement qu'on va voir avec quelques images important de plus de 35 millions d'euros sur un certain nombre d'axes pour redonner la vitalité à ce centre-ville. Donc là, on a effectivement, si on peut revenir sur l'image, voilà. Donc la stratégie mise en œuvre, c'est effectivement Mulhouse Grand Centre, qui n'est pas seulement un slogan, c'était aussi un slogan, mais c'est surtout un investissement concret, donc 36 millions d'euros, via notamment une concession d'aménagement portée par l'aménageur, et puis des investissements portés en direct sur le budget communal, qui à la fois a traité le sujet de l'habitat, le sujet des déplacements, de la circulation, des espaces publics. Et donc, si on peut revenir sur... on va décliner chacun des sujets. Donc, sur le sujet de l'habitat, c'était un des éléments qu'on avait bien cerné. C'est un départ des habitants du centre-ville, qui devenait un centre-ville, comme souvent, avec des vitrines commerciales parfois utilisées et parfois pas utilisées, et puis des étages dans les immeubles du centre-ville vacants. Et donc, on a décidé d'engager la réalisation de quelques programmes de qualité pour faire revenir des CSP+, sur le centre-ville de Mulhouse, en utilisant des bâtiments existants. Donc, c'est uniquement des réhabilitations. On voit l'image d'un garage, d'un parking qui a été transformé en loft, une quarantaine de lofts. On voit une image aussi d'un immeuble qui est sur la droite de la diapo, où on voit l'angle, la maison Engelmann, qui était une grande friche commerciale à 2 pas de la rue principale commerçante de la ville, mais qui était complètement en déshérence, que l'aménageur donc a repris. Nous avons racheté et nous avons réalisé une galerie commerciale avec des commerces de qualité qui devient un lieu de destination pour la ville de Mulhouse et au-delà, et des appartements de qualité au-dessus. Quelques autres interventions de ce type-là. Aujourd'hui, ce n'est pas encore très significatif. Il y a une 60aine de logements qui ont été livrés, qui sont habités, et l'objectif est d'arriver à 200 logements dans cette catégorie donc, de qualité sur le centre-ville. Et on pense qu'avec 200 familles sur un centre de la taille de Mulhouse, ça change aussi l'ambiance sur les commerces, sur les loisirs, sur les équipements publics, etc. Donc si on peut... Alors, pardon. Donc le deuxième sujet, c'est les espaces publics, avec un effort très important en termes de qualité de ces espaces publics. On s'est appuyé sur des prestataires extérieurs, Mutabilis pour ne pas les citer, avec un travail à la fois sur des investissements relativement lourds, sur des espaces qui étaient vraiment significatifs, la principale place historique de la ville, un parc, la rue piétonne, et puis des interventions plus ponctuelles et plus fines. Donc un investissement important qui se voit, qui a changé l'ambiance vraiment d'un certain nombre de quartiers, et qui a fait que se promener en ville devient de plus en plus une expérience sympathique et appréciée à la fois par les Mulhousiens qui reprennent plaisir à fréquenter leur centre-ville, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ans, mais également à des gens de l'extérieur de découvrir ou de redécouvrir la ville de manière extrêmement positive.
Troisième élément dans l'action, c'est donc le sujet des déplacements, qui est un sujet très sensible. Je rejoins complètement l'analyse et la réflexion d'Olivier Rasmont à ce sujet. Donc l'enjeu était de faciliter la circulation, en même temps en ménageant des espaces de qualité piétonne. Donc on voit un petit peu là sur l'image toute la zone en jaune, c'est le plateau piétonnier, organisé autour de la place historique et un certain nombre de rues qui sont traitées vraiment complètement piétonnes, mais aussi un système de parking autour du centre-ville qui fait que les gens qui viennent de la périphérie et qui n'utilisent pas tous le tramway mais qui peuvent utiliser la voiture trouvent des solutions de stationnement, avec une politique de tarification des stationnements aussi très attractive, 2 € pour 4 heures, donc c'est un tarif simple qui parle à tout le monde. Des zones aussi de stationnement pendant 30 minutes gratuites qui permet aux gens de faire quelques courses et de repartir sans payer forcément quelque chose. Le paiement par SMS, bon, je décline pas toutes les actions, mais il y a eu vraiment un travail important à ce sujet pour rendre l'accès au centre-ville facile, parce qu'il y avait aussi l'effet chantier-tram qui avait découragé, en tout cas changé la perception de la facilité de l'accès au centre-ville pour les clients. Sujet suivant, et c'est tout à fait fondamental dans la stratégie, c'est la mise en place d'un manager du commerce, mais dont il faut bien souligner qu'à la fois c'est une personne qui est une cheville ouvrière tout à fait essentielle dans la stratégie, le poste a été porté par l'aménageur, par Citivia dans un premier temps, et ensuite rebasculé au niveau des services de la ville. Et donc sous l'égide d'ailleurs de Nathalie Motte, ici présente, maire adjoint au commerce de Mulhouse, et qui est bien sûr totalement mobilisée avec le maire et avec le manager du commerce pour faire porter cette stratégie au quotidien. Donc il y a à la fois des dimensions stratégiques, comment est-ce qu'on continue à entretenir la flamme de l'attractivité commerciale du territoire du centre-ville, comment on facilite la vie des commerçants en place, comment est-ce qu'on accueille les nouvelles enseignes avec un travail de prospection important, présence au MAPIC tous les ans, et donc Mulhouse a un beau stand, et maintenant cette présence régulière fait qu'on est bien repéré par les enseignes, par les chaînes et par les investisseurs. Donc il y a la stratégie, et puis il y a le travail au quotidien, la réactivité qu'on peut avoir, quelques interventions foncières sur certains emplacements particulièrement importants où il y a une maîtrise publique, notamment via l'aménageur, pour permettre aussi la transformation et l'accueil de commerces de qualité dans des endroits où ça le mérite. Voilà. Donc, alors si on peut juste revenir sur l'image avant. Donc ça, c'est le résultat de ce travail depuis 6 ans. Donc les courbes, je pense, sont assez éloquentes. On voit la courbe verte qui est le nombre d'ouvertures sur le centre-ville, plus de 400 ouvertures. Il y a aussi des fermetures, mais parfois qui sont suivies d'ouvertures. Donc 200 fermetures, et donc les locaux vacants, on était à plus de 100 locaux vacants, et on est autour de 60 locaux vacants aujourd'hui. Donc il y a vraiment un recul de la vacance commerciale qui est constaté, qui est visible, qui est spectaculaire, qui donne confiance et qui entraîne aussi, les succès amènent les succès. Donc on peut regarder sur l'image suivante les 400 ouvertures, avec notamment des belles enseignes et des bons résultats. Ce qui est extrêmement important par rapport aux commerçants, c'est qu'on peut montrer avec quelques enseignes qui sont emblématiques qu'on est dans le top, parfois dans le top national, c'est le cas de Nespresso ou de Sarah Pacini, ou en tout cas dans le top Grand Est assez largement, et parfois sur des chiffres d'affaires supérieurs à Strasbourg ou à d'autres villes du Grand Est. Donc c'est aussi ces résultats extrêmement concrets qui parlent aux commerçants que nous prospectons, que Frédéric Marquet, le manager du commerce, prospecte. Donc voilà, la dynamique est vraiment enclenchée. Alors tout n'est pas rose, tout n'est pas facile, bien évidemment. C'est un combat permanent sur lequel le maire, Nathalie Motte, Frédéric Marquet sont en permanence engagés. Mais en tout cas, la dynamique est extrêmement positive, encourageante. Donc, et ça aussi, ça rebondit, ça a des effets sur la dynamique immobilière, sur lequel on travaille aussi de manière active avec les promoteurs. C'est comment, de proche en proche, une reconquête de centre-ville a aussi des effets sur la dynamique de création, de production de logements. Le lien avec la gare aussi est très important. La gare TGV est à 2 pas du centre-ville, donc là, il faut qu'on retravaille ça, mais on va faire revenir 2000 emplois tertiaires sur le centre-ville qui vont également alimenter ces commerces. Donc la dynamique se poursuit.
Voilà ce que je voulais vous dire sur cette expérience mulhousienne. Ce qui reste un sujet quand même, je pense qu'on peut le dire, c'est la compétition avec la périphérie, puisque la périphérie continue à avoir des fonciers qui sont proposés à des enseignes, que les maires de périphérie ne sont pas forcément tous unanimes par rapport à la stratégie du centre-ville de Mulhouse. Donc il y a un travail aussi de coordination avec un schéma directeur d'aménagement commercial qui pose ces enjeux. Enfin, en tout cas, on a fait évoluer les choses, mais là, c'est Nathalie Motte pourra le dire plus fortement que moi. On a fait évoluer les choses au niveau de la perception des enjeux de la dynamique commerciale sur le territoire et comment dire, le côté presque naturel et inéluctable d'ouverture d'enseignes en périphérie ne va plus de soi aujourd'hui sur le territoire. Il y a un débat à chaque fois. Le maire est assez pugnace par rapport aux commissions départementales et aux commissions nationales. Et on peut donc infléchir des tendances, recadrer, recalibrer des projets, négocier avec les prospecteurs. On ne contrôle pas tout, hein, on n'est pas évidemment dans une économie administrée, mais quand même le sens de la dynamique a changé clairement sur l'ensemble du territoire. Ce qui reste aussi dans les sujets, puisque tout n'est pas rose bien évidemment, c'est l'attractivité résidentielle, je l'ai évoqué, ça reste un combat permanent et c'est essentiel aussi, c'est-à-dire que, comme on se le disait tout à l'heure, hein, c'est typiquement le modèle urbain, il y en a d'autres, on a parlé de Saint-Étienne tout à l'heure, la ville, le centre, concentre plutôt les ménages pauvres, beaucoup de logements sociaux. Les ménages qui ont les moyens vont opter pour les périphéries verdoyantes, collines, dans un cadre de vie différent. Donc vraiment, l'enjeu pour nous, on fait revenir les gens en ville pour faire leurs courses. Maintenant, c'est qu'ils reviennent en ville pour y habiter. Merci. Donc maintenant, à vous la parole. J'imagine qu'il y a des réactions, des témoignages. Il y en a beaucoup. Hein. Alors, je commence ici, deuxième rang. Après quatrième rang, après on prendra à gauche. Et pouvez-vous vous présenter? Oui, s'il vous plaît. Renaud Barès, directeur du CAUE de l'Aude, donc un département rural. Et d'abord un témoignage, on a été invité à participer à la CDAC. Alors je dois dire que c'est vraiment un lieu extrêmement important pour intervenir, mais malheureusement, moi, mon témoignage, c'est que c'est une chambre d'enregistrement où les élus sont tétanisés à l'idée qu'on puisse les accuser d'avoir refusé un projet qui, soi-disant, crée des emplois. Donc, nous, on a vu très très peu d'intérêt, donc on en est sorti parce qu'on était toujours les seuls à dire que peut-être il y avait d'autres manières de voir les choses. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup parce qu'en 2015, on a fait un concours d'idées national qui s'appelait Revivre en centre-bourg, donc plutôt l'échelle rurale, mais la question reste entière pour les centres-bourgs. Et c'était intéressant parce qu'on s'était rendu compte que la première réponse pour l'échelle rurale, c'était évidemment de redonner envie de vivre au centre, donc d'avoir des espaces extérieurs qui existent très peu dans le tissu ancien. Donc la réponse plutôt à l'échelle de l'îlot qu'à l'échelle de la parcelle. Bon, bref. Mais par contre, je voudrais revenir sur un élément important qui avait été bien identifié dans un reportage qui était passé sur le journal d'Arte il y a à peu près 2 ans sur la santé et le vélo en Hollande et qui montrait que la Hollande investissait à peu près 2,5 milliards d'euros en infrastructures pour le vélo chaque année, ce qui leur faisait économiser 19 milliards d'euros pour la santé. Mais le lien entre la possibilité de faire du vélo et les supermarchés, c'est tout simplement que les hypermarchés sont interdits en Hollande. Du coup, il y a foison de petits supermarchés qui sont accessibles en vélo parce qu'ils ne sont pas loin. Évidemment que quand on fait ses courses en vélo, on consomme beaucoup moins, plus intelligemment, puisque de toute façon on charge peu. Donc la santé est meilleure aussi. Donc on se rend compte à quel point le schéma français est quand même a des conséquences beaucoup plus graves que seulement le fait d'encombrer les périphéries, etc. Et puis... Vous pouvez raccourcir parce que oui. J'ai peut-être 15 demandes de prise de parole. Oui, et puis il y a un sujet quand même, alors nous on y a été confrontés très récemment, c'est le fait qu'il y a une nouvelle génération de jeunes adultes qui ne passent plus le permis de conduire. Donc ces gens-là, il va falloir quand même que les élus y réfléchissent. Voilà, merci. Merci, peut-être juste une réaction. Juste santé et vélo. Là, vous avez Frédéric Errand, qui est un spécialiste, qui pourra vous répondre, mais simplement une chose. À vélo, on achète moins, mais on revient plus souvent par définition. Et ce que vous constatez aux Pays-Bas, c'est vrai aussi
pour rester en France simplement, dans certaines villes en France, les villes qui en fait s'en sortent mieux, d'après le palmarès de Procos, sont toutes des villes qui en fait ont aussi une politique cyclable depuis un certain temps et qui, enfin, à l'échelle de la France, sont un peu plus cyclables que d'autres. Voilà. Voilà, c'est tout. Et juste les jeunes qui passent moins le permis, aussi à Carcassonne ou aussi à Carcassonne. D'accord, ok, intéressant. Hervé Dupont, ancien directeur d'établissements publics, notamment Plaine de France, mais c'est pas ça que je vais vous parler parce que je travaille en ce moment sur une ville de la reconstruction en Normandie qui s'appelle Évreux, qui est ma ville natale. Et les phénomènes dont vous parlez sont pas encore là parce que se tient assez bien, mais sensibles. Et donc je voudrais poser des questions, notamment à Stéphane Musica, sur l'exemple de Mulhouse. Parce que Mulhouse, c'est une ville moyenne, grande, comme tu l'as dit, avec un opérateur. Et ce que je constate dans le centre-ville d'Évreux, qui est un centre-ville reconstruit, c'est que certains obstacles, c'est tout simplement la disposition de foncier suffisamment grand pour des enseignes moyennes, pas des FNAC et des grandes, mais des enseignes moyennes, qui du coup vont en périphérie parce qu'elles ne trouvent pas la taille qu'il leur faut. Des questions également de transformation du bâti, parce qu'il y a des questions d'accessibilité. Par exemple, des cabinets médicaux qui ferment, qui vont se mettre en périphérie parce qu'ils ont l'accessibilité handicapée. Et ces questions, ça met en jeu les moyens d'investissement de la collectivité, parce que les investisseurs sont des investisseurs privés particuliers qui se contentent d'acheter un bâti et de le revendre ou de le louer, mais qui n'ont évidemment pas de stratégie. Et je voudrais poser cette question, en fait, de l'opérateur ou des opérateurs. Quand il n'y a pas d'opérateur local, parce que la ville est trop petite, il y a des SEM à Caen, mais il faut aller les chercher, alors qu'il y a des potentiels de foncier, y compris dans le centre-ville, qui permettraient de résoudre, pas seulement pour les commerces moyens, mais aussi pour des équipements publics qu'on va mettre en périphérie parce qu'on n'a pas de parcelles assez grandes, alors qu'on pourrait regrouper. Voilà, toutes ces questions me semblent intéressantes parce que là, il y a un maire qui veut bouger les choses, mais il y a aussi ces questions purement opérationnelles que je voudrais poser. Et savoir si vous avez des exemples aussi dans ce que vous avez vu. Oui, pour répondre à Hervé Dupont, effectivement, la question de l'opérateur est importante, mais alors vraiment le préalable, c'est la volonté politique, c'est-à-dire que si la volonté politique est là, ce qui était le cas à Mulhouse et ce qui semble être le cas à Évreux, les solutions opérationnelles, je pense qu'on peut les trouver. Il faut un bras armé, effectivement. Un, il faut la volonté politique. Deux, il faut caler la stratégie. Donc sur Mulhouse, on avait passé quand même 2 ans d'études pour diagnostiquer la situation, que le diagnostic soit clair, soit partagé, soit porté. Et puis notamment avec Bérénice, avec des spécialistes des questions commerciales, des spécialistes aussi des urbanistes. Et une fois qu'on a calé la stratégie, on a défini un budget. Là, il y a la question du bras armé qui se pose sur une partie des efforts, et l'autre partie, après, c'est l'investissement privé qui prend le relais. C'est-à-dire que 35 millions, c'est pas rien, effectivement, mais ça permet de faire venir des investisseurs privés, des Parisiens ou d'autres régions de France. On n'a pas des investisseurs internationaux, mais en tout cas nationaux, qui reviennent sur la ville parce que le maire leur adresse un message de confiance et que surtout, ce n'est pas seulement un discours, mais c'est également des actes. Et à ce moment-là, l'effet levier entre l'investissement public et l'investissement privé, il commence à devenir intéressant. Les petites villes n'intéressent pas les Parisiens. C'est un sujet. Mais Évreux peut peut-être faire appel à la société de Stéphane. Il pourrait y avoir des services rendus par des... Voilà, bon, on peut peut-être trouver plus près. Il y avait une question un peu plus loin. Oui, bonjour. Je ne vous oublie pas derrière, rassurez-vous. Pardon, oui, Bernard Labat, Association Humanité Biodiversité. J'avais 3 questions assez rapides. D'abord, sur l'emploi, on a effectivement le sentiment, en écoutant M. Rasmont et en lisant son livre, bien sûr, que l'emploi n'est déplacé des centres-villes vers les périphéries. Mais n'y a-t-il pas aussi une problématique de qualité de l'emploi ainsi transféré? Est-ce qu'on ne remplace pas des CDD, des emplois stables en centre-ville, voire des situations d'entrepreneurs, bien sûr, en emploi précaire dans les grandes surfaces? Et donc, est-ce que ça paraît être un sujet un petit peu négligé dans le discours sur les projections de l'emploi
à la faveur de la création des zones commerciales périurbaines. Deuxième question sur les friches commerciales. Moi, j'étais très frappé par l'autre blog, un blog d'un de vos collègues, Pascal Madry, très frappant. Hein. Il suffit de taper French Den Malls sur Internet et on voit qu'il y a un recensement absolument effrayant, d'ailleurs, avec beaucoup de documentation photographique de toutes ces friches commerciales. Moi, la question que je me pose, c'est qu'il y a une base de données sur les sites et sols pollués, Basias, Basol, ce tandem-là, on le connaît bien. N'y a-t-il pas, ne ressentez-vous pas la nécessité d'un recensement un petit peu fin des friches commerciales pour qu'on puisse y superposer des politiques publiques? Pour l'instant, cet instrument-là semble manquer. Et puis, troisième question, plutôt pour M. Muzica, la conformation commerciale à venir des villes qui s'en sortent, dont vous avez donné un exemple. J'ai un peu le sentiment, pardonnez le côté un peu provoquant de ma question, que c'est une politique qui consiste quand même pour partie à investir ou à faire confiance à la fédération Procause, quoi, en un mot commençant, avec des exposants, des enseignes que vous avez d'ailleurs citées ou montrées dans votre présentation, Sandro, Calzedonia, Geox, bon, on les connaît tous. Pardonnez le caractère, encore une fois, un petit peu provocant de ma question, mais à défaut d'apprendre à manger des petites culottes ou des chaussures, on va finir par avoir un certain problème de commerce de bouche, par exemple. Premier problème. Et deuxième problème, est-ce qu'on ne va pas vers une sorte d'unification du paysage commercial des villes qui s'en sortent? Je vais répondre en fait à la question pour Stéphane d'abord, mais simplement à Mulhouse, en fait, il n'y a pas justement des enseignes. Ils sont très fiers de mettre en avant les enseignes, mais j'ai posé la question à Frédéric Marquet. En fait, il y a 35% d'enseignes en ville, donc il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que dans les villes moyennes, y compris celles qui sont considérées comme aller bien, Colmar par exemple, et ben en fait, on trouve peu, à part le fromager, voilà, on achète son super, et puis le marché quand même, mais on trouve très peu d'alimentaire. Alors sur l'emploi, oui, non seulement CDD, mais aussi multiplication des emplois, emplois répétitifs. C'est le quai de Ouistreham de Florence Aubenas, en fait. Donc c'est voilà. Avant de passer la parole, passer la parole à Stéphane, il y a en effet une sorte d'illusion sur la création d'emplois qui fait que les CDAC cèdent presque toujours à la création des centres commerciaux, le chantage à l'emploi. Et de fait, quand on analyse bien, la création nette d'emplois est très faible, c'est-à-dire celle qui est annoncée, elle est calculée à la quantité de mètres carrés. D'abord, au départ, parfois c'est vrai, quand on ouvre le centre commercial. Ensuite, ça baisse de 20 à 25% au minimum et on ne compte pas les emplois qu'on tue. Donc ça, c'est dramatique. Je pense que ce chantage à l'emploi doit s'arrêter. Il faut des études sérieuses, on n'en a pas assez. Par exemple, sur le projet d'Europa City, on annonce une création nette d'emplois, ce qui est absolument faux, parce qu'on va tuer tous les centres commerciaux autour et tout ce qui se passe dans les villes. Et c'est quand même un projet soutenu par la puissance publique. Donc ce débat sur l'emploi mériterait vraiment des études beaucoup plus fouillées et des gens qui osent le dire, ce qui n'est pas assez le cas encore aujourd'hui parce que la puissance publique soutient cette démarche. Je me permets de le dire. Stéphane. Oui, je peux compléter la réponse sur la question sur Mulhouse et sur le tissu commercial qui s'installe dans une ville qui se porte mieux. Alors bien sûr, on met en évidence les enseignes qui sont connues sur le plan national parce que ça parle à tout le monde et ça parle notamment aux investisseurs et ça parle à ce type de chaîne. Mais ce qu'on peut dire en gros, c'est que 50% des commerces qui s'implantent sur le centre-ville de Mulhouse ne sont pas des commerces de chaîne, de vêtements et autres, mais sont des commerces indépendants. Et on est vraiment attentif à cet équilibre-là et ça marche bien. On a des libraires, on a un libraire indépendant là, qui s'est lancé, on a déjà une très belle librairie et une deuxième dans le centre-ville, dans notre opération Engelmann qui marche très très bien. On a des commerces de bouche qui vont aussi revenir, qui sont des commerces de qualité. Et puis on a sinon des commerces indépendants, originaux, et on est vraiment attentif avec la ville à maintenir cet équilibre. Merci. Donc vous avez enfin le micro. Merci. Bonjour. Pierre-Marie Tricot, paysagiste, urbaniste à l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France. Mais ma question ne porte pas que sur l'Île-de-France, puisque le constat qu'a fait Olivier Rasmont vaut pour toute la France. Pendant des décennies, on a opposé le petit commerce et la grande distribution. Et moi, le sentiment que j'ai eu en lisant votre livre, c'est que le problème, c'est pas tant la grande distribution que la grande distribution en périphérie. Donc, si j'en tire la conclusion, et ça sera ma question, est-ce que ma conclusion est bonne? Parce que c'est peut-être plus implicite qu'explicite dans votre livre. Est-ce qu'on ne pourrait pas, justement, plutôt qu'affronter la grande distribution, ce qu'on n'a pas réussi à faire parce qu'ils sont trop forts, les
les mettre un peu, je dirais, du côté du développement urbain en ayant des grosses enseignes en centre-ville, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'il n'y a pas toujours la place pour ça. Ce n'est pas forcément des hypermarchés, mais des supermarchés. Est-ce que le principe de la locomotive, qui a quand même des galeries commerçantes autour, peut pas, dans certains cas, est-ce qu'il y a des bons exemples, être dans un centre-ville, sachant que du coup, la galerie commerçante, c'est peut-être aussi le commerce local existant. Est-ce que quand on fait, en un mot, quand on fait venir une grosse enseigne, si on y arrive en centre-ville, est-ce que ça tue le petit commerce ou est-ce qu'au contraire, ça peut le contribuer à le faire vivre ? Non, avant de donner la parole à Olivier, donc je rappelle l'exemple britannique qui est très clair en la matière parce que c'est le plus radical. Il est encore plus radical que l'Allemagne et les Pays-Bas puisque c'est absolument impossible de faire un centre commercial en périphérie. De fait, d'abord, les investisseurs s'y retrouvent. Je veux dire, ce ne sont pas des bienfaiteurs publics. Ils s'y retrouvent et en général, on leur demande, il y a une exigence de retisser le tissu urbain. C'est-à-dire que les commerces, les parkings autour, c'est une chose absolument impossible, puisqu'ils doivent fabriquer du tissu urbain d'une part. D'autre part, ils doivent faire des enquêtes pour ne pas mettre en péril le commerce existant. Ils doivent au contraire se relier au commerce existant et le compléter. Et on a vu par exemple à Birmingham que la création du centre commercial, qui est magnifique, a été une manière de retisser la ville et de refaire vivre le commerce. C'est le cas également à Liverpool. Donc on a ces exemples qui sont quand même très intéressants. C'est dans un pays ultra-libéral, hein, qui est infiniment plus contraignant que ne l'est la France. Donc. Puis je demande à Olivier de réagir. Oui, alors en fait, non, la grande distribution, c'est pas qu'elle est trop forte, c'est qu'en fait, on s'y est pas vraiment attaqué. Hein. Franchement, pour l'instant. En fait, en ville, c'est différent. J'avais une discussion avec la Chambre de commerce de Paris à propos de la rue Lourmel et du centre Beaugrenelle. En fait, là, il y a une complémentarité, tout simplement parce que c'est facile d'y aller à pied. Et du coup, comme c'est à côté, ben oui. Et quand il y a une enseigne importante qui s'installe, même un Monoprix, même un Carrefour Market, etc., dans une rue, pour le commerçant, l'intérêt, c'est d'être à côté, juste à côté, justement, parce qu'il y aura des flux à pied, sur le même trottoir de préférence, pas en face. Ils le disent comme ça, les commerçants. Par contre, si c'est à 3 km et qu'il faut aller en voiture et que, en fait, bah oui, ça va être compliqué de se garer, bah là, la complémentarité, elle ne va pas fonctionner. Donc, en fait, c'est vrai que dans les villes, pour l'instant, les enseignes, c'est 35-40%, je répète, mais c'est un problème, à mon avis, pour revenir à la question d'avant, qu'il n'y ait que les mêmes enseignes partout. Mais je pense quand même que, par exemple, rue de la République à Orléans, c'est la rue des enseignes, elle est extraordinaire. C'est la rue où il y a le tram, on descend de la gare, c'est la rue des enseignes. Et en fait, heureusement, comme on est rue de la République et pas à, je sais pas trop quoi, à République Street à Saint-Jean-de-Bray ou je sais pas où, on est, enfin dans la banlieue, etc. On est du coup, on va à pied, pas loin. Et donc ça change quelque chose. Quand on est en ville, on reste en ville et on arrive à pied aussi. Je pense que là, les déplacements sont au cœur du sujet. Oui, Pierre Narin. Donc Ariella a cité en introduction là, des travaux du CGEDD sur le sujet. Donc en fait, il y a 2 rapports. Un premier qui a été fait avec l'IGF sur la revitalisation commerciale des centres-villes, qui est sorti à la fin de 2016, et un deuxième rapport qui porte plutôt sur l'analyse de l'urbanisme commercial périphérique selon les principes, à partir des principes du développement durable, donc qui porte plutôt sur les périphéries. Donc 2 travaux qui se complètent. Bien sûr, on s'est basé sur beaucoup d'études existantes, d'analyses, d'observations, y compris d'ailleurs des travaux d'Olivier Rasmont, qu'on cite dans un de nos rapports. Je voudrais juste rajouter, on est en phase avec plein de choses que vous avez dites. On s'est aussi basé sur un certain nombre d'études de cas, comme celui de Mulhouse, dans la première mission. Je voudrais donc juste rajouter peut-être quelques points qui n'ont peut-être pas été assez dits. C'est d'abord l'importance effectivement de cette analyse en termes de développement durable, parce que l'urbanisme commercial périphérique, on n'a pas de mal à faire son procès, en tout cas faire le procès du passé des 40 années réalisées, donc tout ce qui a produit la France moche, les entrées de ville déstructurées, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'analyser les projets plus récents, parce que souvent on a des opérateurs qui présentent des projets soi-disant vertueux. Ils ont obtenu le label BREEAM quelque chose, HQE quelque chose. Et en fait, quand on regarde de plus près, ce sont bien sûr des projets qui ont un certain intérêt en termes de prise en compte de l'environnement à l'échelle de l'opération, mais dès lors qu'on regarde
les choses à une échelle plus large, au niveau d'un territoire, on s'aperçoit qu'effectivement, ils contribuent à l'étalement urbain, ils contribuent à la désorganisation de l'espace, à la mise en péril des centres-villes, notamment dans les villes moyennes. Ils sont pas du tout... Alors, on a largement parlé de l'emploi, donc je ne reviens pas sur ce qui a été dit, puisqu'on a du mal à avoir vraiment des analyses objectives des emplois créés, de quel type d'emploi, combien détruit ailleurs, comment ça dure dans le temps. Et bien évidemment, en termes de mobilité, je ne reviens pas sur tous ces aspects. Et un deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est l'aspect, la dimension européenne, parce que c'est vrai qu'on est un peu en France presque un peu l'exception, parce qu'on a tellement bien introduit la directive Bolkestein dans notre législation qu'on s'est privé d'un certain nombre de marges de manœuvre pour effectivement faire fonctionner un dispositif de régulation correcte. Je ne reviens pas sur ce qu'on dit les uns et les autres sur le fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial. Et je crois que c'est important de dire, parce qu'on a fait cette analyse, on nous avait dit, attention, il y a des principes européens respectés, si vous voulez, vous ne pouvez pas empêcher la libre installation des commerces, etc. En fait, en regardant bien le droit européen, il est tout à fait possible, enfin, on montre très clairement qu'il y a un certain nombre de marges de manœuvre. Il y a aussi des principes européens en termes de droit de l'environnement, en termes même d'organisation des territoires, ce qui s'appelle les raisons publiques d'intérêt majeur. Et ce qui est très intéressant, c'est d'aller voir dans tous les pays voisins du nôtre comment ces pays ont intégré ces règles différemment. Alors, ce n'est pas vrai partout, mais que ce soit l'Allemagne avec la planification, la Grande-Bretagne avec le dispositif qu'a cité Ariella, les Pays-Bas, même l'Italie, même au moins la Catalogne, si ce n'est l'Espagne entière, finalement, présente des dispositifs beaucoup plus équilibrés. Voilà, donc c'est pas parfait ailleurs, mais je crois que ça doit inspirer effectivement ce changement d'orientation qui est prôné dans nos rapports et qui est, je crois, prôné aujourd'hui par beaucoup de gens. C'est important de dire qu'il faut changer, mais c'est aussi important de montrer comment et pourquoi on peut changer, que rien ne s'y oppose au niveau de la législation européenne, qu'on a des alliés dans toute l'Europe. Et après, j'ai juste peut-être un point de débat avec Olivier Zarazmon, c'est quand vous dites, vous opposez un peu la volonté politique et la réglementation. Je pense qu'il faut certainement les deux. Et nous, à la suite de ces travaux, on a plutôt tendance à dire, bon, il y a vraiment un rapport de force qui est à créer. Je crois qu'il y a beaucoup d'élus, de plus en plus d'élus, d'experts, de gens de toutes catégories qui veulent effectivement aller dans cette nouvelle direction. Il y a une intelligence, il y a de l'ingénierie à mettre en place, notamment dans les villes moyennes, et de l'intelligence collective. Il y a aussi des acteurs chez les commerçants qui sont de plus en plus nombreux à dire, nous, on voulait être partout, mais quand ils se rendent compte qu'ils payent un loyer en centre-ville, dans un premier centre commercial, dans un deuxième, ça devient très très compliqué. Donc il y a beaucoup de fédérations de commerçants qui ont applaudi de deux mains quand on a sorti notre deuxième rapport, je dirais un peu à ma grande surprise. Et je dirais même les opérateurs immobiliers commencent à se poser aussi des questions. Donc je pense qu'il faut aussi effectivement à un moment donné changer les règles du jeu pour que le système d'acteurs fonctionne dans un sens vertueux. Comme c'est davantage une contribution qu'une question, je vais passer à la question d'après, mais toutefois en disant que Pierre Narin prépare avec le CGEDD un colloque sur la question qui devrait avoir lieu à la rentrée, 19 octobre, vous serez tous invités. On a déjà réalisé une matinée du CGEDD sur la question et on pourra vous envoyer le lien sur la question du commerce périphérique. Mais bien évidemment, tu n'as pas parlé que de ça, Olivier, et merci, puisque c'était très large comme approche. Donc on vous enverra l'information sur ce colloque qui rendra compte de tous ces travaux. Alors il y a une question tout à fait là, oui. Oui. Bonjour. Attendez, il y a monsieur derrière, et puis vous, et puis il y avait madame ici que je n'oublie pas, au second rang. Oui, Gilles Vexlar, paysagiste et urbaniste sur quelques projets. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce livre, bien sûr, à la suite d'une émission de France Culture dans laquelle le débat était justement entre la question du centre et de la métropole, si mes souvenirs sont bons. Ce qu'on a pu constater quand même à la lecture de ce livre, c'est que sur les 90% de la première partie, j'ai été extrêmement séduit par la précision et par le constat, qui est lapidaire, sur l'examen de la France entière. Par contre, sur les réponses, j'étais très interrogatif pour différentes choses. Déjà, à l'évidence, on le sait tous, c'est que les centres commerciaux, les grandes surfaces extérieures à la ville, ont siphonné complètement le commerce des centres-villes. C'est très dur de faire la machine arrière. Ensuite, une des critiques quand même que je ferai à l'examen, là, c'est qu'effectivement, on parle de qualité de vie, certaines de ces photos le montrent très bien, et on oublie, et avec
avec ce reportage en fait sur les centres-villes, on a peut-être l'envie de définir qu'est-ce que la qualité de ville, la qualité de vie, mais aussi la qualité de ville. Effectivement, aujourd'hui, on assiste dans l'espace public des démonstrations péremptoires sur des centres de places, etc., sur lesquels il y a overdose d'ailleurs d'aménagement, pour être clair, au détriment d'ailleurs des périphéries et des banlieues. Pour travailler en banlieue et habiter moi-même en banlieue, je constate que cette question du déplacement est presque accessoire si on n'attaque pas le problème de fond. Et je crois que j'ai cru comprendre qu'il y avait un moratoire qu'avait évoqué Aridam Bouji sur faire une pause dans la construction des villes à cause de ces centres commerciaux qui sont dirigés d'une manière certaine par quelques grands groupes banquiers et financiers. On le sait tous très bien en ayant travaillé là-dessus. Alors l'histoire de la locomotive est quand même quelque chose d'assez grossier, je dirais entre guillemets, puisque ça fait quand même 20 ou 30 ans qu'on attend cette affaire-là. Aujourd'hui, on a une véritable question concernant l'aménagement de ce qu'on appelle le périurbain, mal nommé, c'est horrible cette expression, et on pourrait se poser la question de la responsabilité des centres commerciaux là-dessus, au titre vraiment de la ville. On voit dans les dernières élections, d'ailleurs présidentielles, enfin ces élections en cours, que la question de fond est posée, enfin. On voit bien la répartition, la bipolarité est éclaboussée en fonction, au contraire, de questions de vie citoyenne beaucoup plus amples. Alors pourquoi on ne s'attaque pas assez gros, je ne comprends pas pourquoi on ne s'attaque pas assez gros, avec, à titre du bilan carbone 14, etc., etc. Il y a plein de moyens de se reposer des questions et de refonder la ville sur la qualité et le sens même qu'elle doit porter, et notamment... L'autre fois, on se plaint des commerces, par exemple. On se plaint, il y a une vue, je veux dire, pardon, pour conclure, il y a une vue trop commerçante de la qualité de la ville. Voilà la grosse critique que je ferais. Et dans le fond, si certains commerces, les plateformes commerciales disparaissent, on peut les remplacer, je suis paysagiste de nature, par des parcs qui, dans l'histoire et dans le temps, et revenons ça aux travaux de la DATAR de 1965, on serait curieux de voir le bilan de tout cela pour voir... Vous laissez Olivier répondre. Merci. Bon, si j'ai bien compris, vous me reprochez de parler trop de commerce, en fait. C'est un peu ça. C'est par le commerce que cette affaire est en train de monter. Donc c'est comme ça qu'on peut traiter le sujet. Forcément, c'est le révélateur. Donc ensuite, non, justement, c'est la ville qui est en jeu et c'est justement les quartiers hors PQV, là. C'est tout ça. Donc c'est l'habitat, c'est tout le reste. C'est la vie en ville. Je peux qu'être d'accord avec vous sur ce plan. C'est le sens de ma conclusion, d'ailleurs. Olivier, on va prendre encore 2 questions à la queue leu. Non, 2 questions, parce qu'il est 7h moins 5, vous allez partir, et voilà, allez-y. Très rapide. Jérôme Libeskin de Logicité, je suis consultant en logistique urbaine, et je m'étonne, mais vous en parlez un peu dans votre livre, vous faites un paragraphe sur l'e-commerce. Est-ce que quelque part, l'e-commerce, finalement, ne va pas complètement bouleverser un certain nombre de fonctionnements sur le plan de la consommation ? Est-ce que les premières victimes de l'e-commerce ne seront pas les hypermarchés eux-mêmes ? Et est-ce que finalement, juste une question très courte, est-ce que finalement l'e-commerce n'est pas une formidable opportunité pour les commerces de centre-ville de pouvoir vendre aux nouvelles générations dans les années qui viennent ? Alors oui, j'en parle dans le bouquin, mais évidemment, je ne peux pas tout évoquer en parlant 1 heure. Oui, c'est très important l'e-commerce, c'est très intéressant, mais ce que disent les spécialistes de l'e-commerce, pour le moment, ils le confirment, c'est que pour le moment, la proportion reste limitée. Il y a une augmentation de l'e-commerce et ensuite une sorte d'inversion de la courbe. Tout simplement, ça augmente, mais moins qu'avant, et donc ça ne devrait pas dépasser un certain seuil. On ne sait pas encore très bien combien, mais c'est ce que disent les spécialistes de l'e-commerce eux-mêmes. Par ailleurs, l'e-commerce change beaucoup de choses, parce que c'est la livraison, en fait, tout simplement. Et quand on croit que cette économie-là n'est pas matérialisée, en fait c'est faux, elle est matérialisée, et pour le dire assez simplement, elle se matérialise généralement par une camionnette blanche conduite par un chauffeur sous-payé qui se gare sur un trottoir. Et donc il y a des enjeux à ce moment-là qui sont différents, qui sont ceux qui redeviennent ceux du transport et de la ville, et effectivement ça peut avantager la proximité à condition qu'on fasse payer le prix de livraison quand même, parce que si on ne fait pas payer et qu'on prétend que c'est gratuit, comme c'est toujours dit, les frais de port sont offerts, ça ne marchera pas, mais si on le fait payer, là ça va avantager le commerce qui est en dessous, et j'insiste et je redis, pas juste le centre-ville, mais aussi les commerces de quartier, parce que justement on ira en dessous de chez soi, pas loin, à 300 mètres si c'est possible, etc. Et on n'ira pas, on fera moins le trajet de 10 km qui consiste à aller à la zone commerciale. C'est vrai qu'Olivier n'a pas évoqué que le centre-ville, il a évoqué la ville,
et la façon dont les quartiers pouvaient être associés au centre-ville. Et c'est vrai que le débat n'a pas porté là-dessus, mais c'est clair que dans ton ouvrage, tu le fais, non pas en tant qu'urbaniste, mais justement en tant qu'observateur qui renvoie au monde de l'urbanisme un certain nombre de questions. On va prendre la dernière question. Je suis désolée pour les autres parce que j'aime bien finir à l'heure, même si on ne commence pas à l'heure. À vous, madame. Alors j'aimerais revenir sur les... Vous êtes ? Je suis architecte. J'aimerais revenir sur les questions d'acteurs qui ont été évoquées, non seulement pour la question donc des acteurs publics, mais aussi les commerçants. Je m'interroge sur ce que vous avez pu constater, le rôle de la société civile aussi dans cette redynamisation, que ce soit par l'économie sociale et solidaire ou aussi l'engagement d'associations. Et la deuxième question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on en parle si peu ? De la société civile. Ah, la société civile on en parle. Enfin, je suis pas sûr. Quand je vais à Tournu, à Limoges ou à Perpignan ou à Castres, je rencontre à chaque fois des gens qui sont franchement décidés. Ils ne veulent pas se laisser faire, vraiment. Et c'est ça que j'appelle la société civile. Alors, l'économie sociale et solidaire, je ne sais pas. Oui, certainement, il faudrait donner des exemples. Là, l'image qui me vient en tête, c'est des ateliers de réparation de vélos, mais ça ne suffira quand même pas. Mais il y en a certainement d'autres. En fait, c'est vrai que souvent, j'aime pas dire que le débat est confisqué, mais en fait, souvent, c'est vrai que le débat a lieu entre l'élu, l'aménageur, la presse locale, et que souvent, ces affaires-là, elles sont considérées comme, oui, c'est pas notre sort, et donc les gens ne participent pas. Et c'est vrai que de toute façon, dans n'importe quelle ville, même quand il y a une association de citoyens engagés, la plupart des gens ne réfléchissent pas. Sauf quand ils sont confrontés, là je l'ai vu à Tournu, Saône-et-Loire, où là, des gens d'association qui combattent complètement le projet pharaonique du maire à la sortie de l'autoroute A6, là ils se disent eux-mêmes, mais tiens, peut-être nos modes de consommation, ils pourraient aussi changer. Et c'est intéressant, parce qu'il y a ce que j'appelle vraiment la prise de conscience. Moi, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en partie. Peut-être que vous pourriez poursuivre hors séance générale. En tout cas, je voulais remercier beaucoup nos intervenants de s'être mobilisés pour faire passer les messages. Je voulais vous annoncer que le prochain 5 à 7 n'aura pas lieu avant octobre à cause d'une charge de travail trop importante d'ici là. Par contre, je vais vous inviter tous à nous rejoindre à Berlin, puisque j'organise un colloque à Berlin, 18 et 19 septembre prochain, où vous pouvez découvrir les choses passionnantes, notamment sur le bottom-up, sur la façon de fabriquer de l'habitat autoproduit, sur la manière de débattre avec la société civile. Donc on vous enverra le programme. En tout cas, le prochain atelier, le prochain 5 à 7 aura lieu en octobre, sans doute autour de la question suivante: peut-on encore faire des grands projets ? Donc nous allons inviter Laurence Cosset, qui a écrit le livre sur la Grande Arche. Donc ça tombe pas mal, puisque la Grande Arche a été refaite avec beaucoup de questions et de débats, et avec Jean-Louis Subilo et sans doute Yves Dauge, qui a dirigé les grands projets présidentiels, pour analyser, d'une part, comment il a été possible de monter des grands projets, et poser la question aujourd'hui, dans notre société telle qu'elle est, s'il est encore possible d'aller jusqu'au bout d'un projet ambitieux. Donc voilà le sujet de notre prochaine rencontre. Sachez aussi que vous pourrez voir l'interview d'Olivier très vite sur YouTube. On vous informera que sur le site du Club Ville Aménagement, mais aussi sur YouTube, vous avez cette séance qui restera en ligne pendant très longtemps, ainsi que le compte-rendu de la séance. Et puis, vous pouvez aussi revoir, si vous le souhaitez, tous les 5 à 7 précédents avec les PowerPoints, les vidéos et les comptes-rendus. Merci beaucoup à vous et à très vite. Olivier Rasmont, vous avez publié un livre qui accuse la France d'avoir tué ses villes. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous dire comment la France peut sauver ses villes. Pouvez-vous nous expliquer votre diagnostic ? Effectivement, c'est important de comprendre, de faire un constat, et de faire un constat juste. La chose qui apparaît et qui maintenant commence à être connue et commence à être très visible, ce sont les vitrines vides dans de très nombreuses villes moyennes, pas seulement d'ailleurs dans les villes qui vont mal, aussi dans des villes en croissance démographique et dans des régions qui vont plutôt bien parfois. Et ce constat-là, maintenant, on l'a fait. Par contre, ce que j'ai observé, c'est que cette dévitalisation urbaine ne concernait pas seulement le commerce, il concerne également le logement, il concerne également les transports publics, il se vérifie
quand on regarde les revenus moyens des habitants des villes, qui est toujours inférieur à celui des revenus, à celui des communes qui sont juste autour de la ville moyenne. Donc c'est une crise beaucoup plus profonde que simplement celle du commerce. Quand on observe tout cela, on se rend compte en fait que c'est le résultat d'une cinquantaine d'années d'étalement urbain, c'est-à-dire qu'en fait on a tout simplement pris les équipements de la ville, le commerce, bien sûr, la grande distribution l'a fait largement, mais aussi les équipements comme les hôpitaux, les maternités, les piscines, etc. Et qu'on les a mis en dehors de la ville. On a construit en fait la ville en dehors de la ville depuis 50 ans. On continue d'ailleurs à le faire. Et c'est ça qui provoque cette crise des villes aujourd'hui. Ce ne sont pas toujours des villes en difficulté. Il y a quand même des villes qui s'en sortent bien. Ce ne sont pas forcément des villes qui sont considérées comme étant dans des régions en difficulté. Ça, pour être clair, ça dépasse la fameuse diagonale du vide qui va en gros du nord de la Lorraine au sud de la région Nouvelle-Aquitaine. Ça dépasse largement. Ce n'est pas seulement dans le nord, ce n'est pas seulement dans le Languedoc. C'est aussi beaucoup de villes en Bretagne, par exemple, beaucoup de villes en région Rhône-Alpes, en Provence. C'est très très largement répandu. Il y a quelques exceptions quand même. D'abord, c'est les métropoles qui s'en sortent mieux, les grandes villes qui s'en sortent mieux. Ensuite, c'est les villes touristiques qui ont une résilience également plus forte. Et puis, ce sont également les villes isolées, les bourgades isolées qui sont en moyenne montagne. Et quand on observe ces bourgades, quand on y va et qu'on les découvre, on s'aperçoit qu'il a été compliqué tout simplement de construire un hypermarché à côté parce que la topographie ne le permet pas, et puis que par ailleurs les routes sont sinueuses et donc il n'est pas possible de s'échapper. Et donc on a finalement une résilience de ces petites villes également. Vous avez quand même des lueurs d'espoir à partir des politiques menées par les collectivités locales, et vous avez observé des innovations, des actions positives sur les villes. Pouvez-vous donner un peu d'espoir pour ces villes? Alors quand il y a de l'espoir, et il y en a heureusement, c'est quand l'ensemble des acteurs locaux se sont aperçus de la situation et qu'ils l'acceptent d'abord. Et ensuite, ça vient des élus, mais ça vient aussi beaucoup des habitants. D'abord, il y a de plus en plus d'élus qui commencent à avoir compris qu'il ne faut plus faire d'étalement urbain systématique, qu'il faut réfléchir à l'emplacement des infrastructures, à l'emplacement des équipements, qui refusent, qui disent non aux grands distributeurs, par exemple. Il y a beaucoup d'élus également qui ont compris qu'il fallait réorganiser leur ville pour non pas forcément attirer des gens qui habitent très loin, mais faire la ville pour ses habitants. Et puis, il y a, et ça, moi je suis frappé quand je voyage en France, je fais ça toutes les semaines au moins, je fais un ou deux déplacements en France dans des villes que je connaissais d'ailleurs pas forcément au départ, et je m'aperçois que partout il y a des citadins qui sont bien décidés à ne pas se laisser faire. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Ça veut dire que d'abord les villes constituent un patrimoine extraordinaire, pas seulement un patrimoine bâti, aussi un patrimoine historique et géographique. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu c'est le lieu où se creuse la société d'aujourd'hui, où se fait la société d'aujourd'hui. Et donc il y a des citadins qui sont décidés à faire vivre leur ville, et ça montre que les villes ont encore de l'avenir, heureusement, et même les petites villes parfois. Donc je crois beaucoup aux citadins, aux citoyens de la ville, en fait, tout simplement, et aussi à certains élus qui ont compris la situation. Alors quels conseils avez-vous à donner? On a bientôt un prochain gouvernement, donc qu'est-ce que l'État peut faire? Qu'est-ce que les collectivités peuvent faire? Qu'est-ce que les associations peuvent faire? Je crois que l'État a une très grande responsabilité aujourd'hui. Pas forcément pour ce qui s'est passé, ça y est, c'est fait, mais par contre pour la suite. Je pense qu'il faut vraiment prendre conscience qu'il y a un risque important de voir les villes de France, les villes moyennes en fait, et les petites villes se dévitaliser totalement, à l'image de certains villages d'ailleurs. Et donc il faut absolument prendre conscience de ça. Il faut qu'il y ait des politiques. D'abord, il faut qu'il y ait un engagement comment dire, parfois financier, mais aussi tout simplement de politique publique, de conseils. Alors la Caisse des dépôts commence à le faire déjà, mais il faut prendre l'ensemble des critères. C'est-à-dire qu'il faut sortir, comme malheureusement ça a été fait ces derniers temps, sortir de l'idée que ce serait une affaire de commerce. Ce n'est pas seulement une affaire de commerce. Le commerce, c'est presque la chose la plus visible. C'est aussi une affaire de commerce. Est-ce que l'État doit lutter contre les centres commerciaux périphériques? Oui, bien sûr, mais c'est une affaire de commerce parce que c'est ça la chose la plus visible. Mais si on se limite, on se contente d'aider les commerçants de centre-ville en pensant que ça va régler tout le problème, on va à mon avis, pas changer grand-chose. Évidemment, il faut arrêter pas la grande distribution, il faut arrêter les centres commerciaux périphériques, clairement.
Et d'ailleurs, la grande distribution l'a en partie compris parce qu'elle réinvestit dans certaines villes également les villes elles-mêmes. Et puis, il faut probablement mettre de la... Alors, c'est un peu un mot que j'aime pas trop, mais enfin, c'est simple. C'est mettre de l'intelligence dans ces villes. C'est-à-dire, ça veut dire qu'elles sont bêtes aujourd'hui, mais ça veut simplement dire qu'il faut faire venir des gens, il faut accepter de regarder la ville d'un peu plus loin, de la parcourir, et de la parcourir à pied aussi. C'est très important de parcourir à pied la ville. Il ne faut pas se contenter de faire des politiques sur un plan et de faire des quadrillages sur un papier. Il faut aller dans la ville, s'y déplacer à pied, regarder dans quel état, c'est tout bête, sont les trottoirs, regarder si la ville, finalement, si les habitants de la ville peuvent eux-mêmes profiter de leur propre ville, ou finalement, parce que les trottoirs sont en mauvais état et que l'espace public est de mauvaise qualité, ben, ils feront comme tout le monde, ils prendront leur voiture pour aller au centre commercial. Donc des urbanistes arpenteurs. Il faut des urbanistes, il faut des sociologues, il faut des géographes, il faut des citadins aussi tout simplement, il faut des élus, il faut tout le monde. Et je pense que c'est vraiment un enjeu qui, là encore, bien sûr qui dépasse l'enjeu du commerce, mais qui dépasse aussi presque cet enjeu des villes. C'est-à-dire que c'est aussi l'identité des citadins et donc du pays qui est en cause aujourd'hui. Merci beaucoup, Olivier Rasmont. Avec plaisir.